Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle interview avec Idriss Aberkane, que je suis absolument heureux, content, ravi de recevoir ici. Salut Idriss, Salut, ça va? nickel. Bon, top. Eh ben, écoute, on va parler de plein de sujets hyper intéressants. On va parler de start-up, on va parler d'investissement. Je pense que c'est un sujet qui te parle et sur lequel je suis sûr tu auras plein de choses à nous raconter. Est-ce que pour commencer, tu veux bien, s'il te plaît, te présenter tout simplement, nous dire qui tu es? Bien sûr, alors mon parcours de vie, c'est vraiment le parcours qui tend à démontrer qu'on ne fait pas de start-up avec des premiers de la classe. J'étais un premier de la classe, je suis écrivain, essayiste, j'ai bien sûr créé des entreprises aussi, mais moi j'ai commencé dans le monde de l'enseignement. J'ai 3 doctorats, ça a impressionné beaucoup de gens et c'est une réalité. J'ai passé 3 doctorats, c'était pathologique et je ne recommande à personne de le faire, bien entendu. Mais je suis donc docteur en sciences cognitives de l'école polytechnique qui appartient à Paris-Saclay aujourd'hui. J'ai enseigné à l'école centrale pendant 7 ans où j'ai dirigé 21 thèses de master spécialisées et une thèse de pharmacie. J'ai été visiting scholar à l'université de Stanford dans le département de mathématiques à l'âge de 20 ans et j'ai été assistant de recherche à Cambridge sous ce qu'on appelle un interne pendant à 2 occasions et c'était quand j'avais 19 ans pour la première fois. Je suis passé par Normal Sup et donc ensuite enseigné à Centrale et puis passé ce doctorat à Polytechnique. Et la première chose que je dois dire dans ce témoignage, ce parcours de vie, c'est que tous ces titres et tous ces parcours ont été totalement inutiles pour moi, voire même contre-productifs, quand il s'est agi de créer de vraies sociétés confrontées à la vraie vie. C'est oui, tout ce côté académique, tout ce côté stérile et aseptisé, c'est quelque chose dont je dois témoigner. Donc quand je me présente, je suis avant tout entrepreneur en réalité, puisque j'ai créé ma première entreprise au Sénégal en 2009, une entreprise qui fait du micro-venture capital. On investit dans des petites familles pour qu'elles créent leur coopérative, en particulier dans ce qu'on appelle l'agroforesterie. On a planté plus de 20 000 arbres à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Et pour moi, c'est ça vraiment l'enjeu suprême aujourd'hui, créer des entreprises, monter des projets là où les gens disent que c'est impossible. Et malheureusement, voilà, mon parcours de vie m'a appris que les diplômes dans tout ça sont parfois inutiles et parfois même contre-productifs. C'est génial. C'est marrant de t'entendre dire ça, enfin, hyper intéressant et tout de suite ça me fait rebondir sur un certain nombre de questions. T'as quand même, toi, une certaine notoriété, on peut le dire, hein, t'es pas un sombre inconnu qui sort de nulle part, notamment, je crois, au travers de ton bouquin, de ton premier, puis maintenant de ton deuxième bouquin, qui s'est beaucoup vendu. Est-ce que tu penses pas quand même que tes études, tes nombreuses études, t'ont permis de faire peut-être plus parler de ton bouquin, d'écrire peut-être un bouquin aussi plus intéressant, peut-être que si t'avais pas fait du tout d'études, t'aurais probablement peut-être pas eu la connaissance et la capacité d'écrire un bouquin comme ça, ou vraiment en fait tu jetterais tout à la poubelle Oui, pour moi, la pire décision de ma vie a été d'étudier en France. Vraiment, la pire décision de ma vie a été d'étudier en France. Si j'avais étudié aux États-Unis, sans doute les études m'auraient bien davantage préparé aux enjeux essentiels de la vraie vie. Ce que j'appelle la vraie vie. La vraie vie, c'est pas une catégorie fantasque. Richard Francis Burton, qui est un de mes héros, explorateur britannique qui parlait 29 langues couramment, disait la vraie vie est une leçon que tu méprises. Et les vraies leçons s'acquièrent dans la vraie vie. Alors certes, mes livres, il a fallu que je me documente pour les écrire, mais ce ne sont pas mes études qui m'ont documenté dessus, je me suis documenté pour les écrire. Donc, quoi qu'il en soit, il faut se documenter. Se documenter ou étudier sont deux choses différentes. Étudier, c'est essayer de recevoir l'aval d'une autorité. C'est une personne qui, entre la poire et le fromage, va te dire ce que tu vaux. Se documenter, c'est acquérir la connaissance quand on en a besoin. Il y a un concept très essentiel dans le monde du renseignement qu'on appelle le besoin d'en connaître. On considère bien évidemment que pour cloisonner les organisations de renseignement, eh bien, il faut que les agents ne sachent que ce dont ils ont besoin. Mais cette notion de besoin d'en connaître, philosophiquement, elle est très intéressante en éducation. En éducation, on fait tomber sur notre table des connaissances dont on n'a pas besoin au moment où on les apprend. On en aura peut-être besoin un jour, et ce n'est pas démontré. On suppose, le système éducatif suppose que à un moment, le besoin de ces connaissances surviendra, et à ce moment-là, elles ne seront en général plus fraîches du tout. En réalité, pour bien apprendre quelque chose, il faut en avoir le besoin. Et c'est ce besoin d'en connaître là, qui est supérieur philosophiquement au besoin d'en connaître du monde du renseignement,
C'est l'ingrédient manquant dans tous les systèmes éducatifs mondiaux, où on enseigne des choses parce qu'il y a un programme, parce qu'une autorité supérieure a considéré que l'élève, le pauvre, incapable de prendre des décisions pour lui-même, en aurait besoin à un moment ou à un autre, alors qu'en réalité, pour bien apprendre, il faut que le besoin préexiste à l'apprentissage. Les meilleures situations d'apprentissage, ce sont celles où le besoin préexiste à l'acquisition de la connaissance. Et c'est comme ça que se forgent les autodidactes, que se créent les meilleurs experts dans un domaine. D'ailleurs, selon le psychologue Erikson, l'expertise naît de la pratique délibérée. C'est-à-dire donc quand on pratique quelque chose sans avoir besoin de quelqu'un sur notre épaule pour nous dire de le faire. Ça, c'est une des grandes leçons que j'ai acquises. C'est hyper intéressant et c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Je pense que tous les gens aujourd'hui qui observent le système éducatif, qui sont passés par le système éducatif français ou d'ailleurs à l'étranger, qui voient leurs enfants, etc. Par exemple, il y a aussi le fait que l'éducation n'est pas forcément à la page de la réalité du monde dans lequel on vit. Par exemple, apprendre par cœur des dates quand tu peux les retrouver en 5 secondes sur Google. Ça sert à rien. Tu n'as pas le besoin de connaître ces dates par cœur ouais. Et c'est aussi pour ça, bien sûr, que beaucoup de gens font de l'apprentissage, ce qu'on appelle par projet, c'est-à-dire de faire naître un besoin. Le besoin d'en connaître, c'est la variable manquante pour créer la dynamique dans l'éducation. Et il faut vraiment insister sur le fait que l'immense majorité des bons élèves, et ceux que j'ai connus à Normal Sup étaient particuliers dans ce cas-là, ce sont des gens qui en réalité sont juste accros à la note. Ils sont accros à ce qu'il y ait une figure d'autorité qui leur dise « good boy ». Bon petit garçon, good boy, c'est bien, Sucuk, fais le beau, mais les pattes comme ça, c'est bien. Ça, c'est la majorité des premiers de la classe, malheureusement. Ce ne sont pas du tout des gens vertueux. Toute addiction est un vice. Être accro à ce qu'une personne te dise fais le beau, c'est un vice. Même si ce vice débouche sur des bonnes notes, ce n'est pas sur le long terme une vertu. La vertu, c'est d'apprendre pour soi, pour s'élever soi-même, bien entendu, pour se connaître soi-même, qui est tout de même le but de chaque existence humaine. Et je suis sidéré de voir qu'effectivement, on encourage un comportement de dépendance, parce qu'après tout, être là en situation good boy, ça c'est de la dépendance. C'est cette dépendance psychologique qui crée dans des situations très tendues le collaborationnisme. Il faut quand même appeler un chat et dire les choses telles qu'elles sont. La raison pour laquelle la France s'est soumise à l'administration, en particulier française, s'est soumise à l'autorité, même quand elle était immonde et inhumaine dans les années 40, c'est bien parce qu'elle était structurée par des gens qui avaient appris une dépendance à l'autorité. Dès qu'ils voyaient une figure d'autorité arriver, ils étaient là, ah, c'est lui l'autorité, c'est lui le professeur, donc je dois faire ce qu'il me dit. Le monde des startups, et la raison pour laquelle la France n'a pas de Silicon Valley, et la raison pour laquelle la France n'est absolument pas en position d'avoir une Silicon Valley aujourd'hui, même si elle le pourrait, la France a des atouts extraordinaires, c'est un pays qui est béni des dieux sur le plan géographique, elle a la deuxième zone économique exclusive au monde, elle a un métissage culturel qui lui donne une supériorité réelle à l'échelle internationale, elle a le plus grand nombre de prix Nobel de littérature, etc. Elle a des très grands nombres de médailles Fields. Mais ce qui manque à la France, c'est cette capacité à désobéir. Une start-up, c'est de la désobéissance. Il n'y a pas de Silicon Valley sans désobéissance, sans des gens qui disent « les figures d'autorité me disent que c'est impossible », les gens qui sont mieux financés et qui sont plus diplômés que moi, les professeurs, me disent que ce projet ne marchera jamais parce que sinon eux l'auraient réussi et que si eux ont échoué, pourquoi moi je réussirais, petit présomptueux? Eh bien, je vais leur prouver qu'ils ont tort et je vais leur prouver que ma persévérance, ça aussi c'est très important, la persévérance est une désobéissance. Il faut bien savoir que quand on a échoué, la figure d'autorité nous dit « regarde ce que tu vaux, alors arrête, t'as pas le niveau ». Bien, la persévérance est une désobéissance, c'est pour ça qu'on ne persévère pas en France, parce qu'on est profondément, viscéralement incapable de désobéir. On ne fait pas une Silicon Valley avec des premiers de la classe. On n'en fait pas, et on n'en a jamais fait. C'est hyper intéressant et il y a énormément de points sur lesquels j'ai envie de rebondir parce qu'en France, on n'a pas que des premiers de la classe et pourtant, on n'a pas la Silicon Valley. On a effectivement parmi les meilleurs ingénieurs du monde qui sont d'ailleurs très prisés en Californie et on n'y arrive pas. Alors qu'on a beaucoup de composantes qu'ont les États-Unis, effectivement une immigration forte et donc des cultures très mélangées. Il y a beaucoup de startups aux États-Unis qui sont créées par des immigrés ou des descendants d'immigrés. Pardon ? La majorité des GAFAM ont été créés par des descendants d'immigrés de première génération et en plus de ça, sont aujourd'hui dirigés
par des immigrés de première ou même fraîchement arrivés, soit qui sont nés sur le territoire mais de parents immigrés, soit qui sont eux-mêmes immigrés. Je pense à Satya Nadella, Sundar Pichai, etc. Ouais, c'est hallucinant de voir Sundar Pichai qui dirige Google, qui est l'une des plus grosses boîtes du monde et qui est né en Inde, mec qui est On même ne pas né aux verrait États-Unis. jamais ça en France. Ouais, c'est clair. Et jamais, tu ne verras jamais un Tidjane Thiam, par exemple, qui était polytechnicien pourtant. Tidjane Thiam n'a pas pu faire carrière dans le CAC 40. Point. Il est parti, je ne sais plus, au Crédit Suisse ou à UBS, mais il n'a pas pu faire carrière dans le CAC 40. Ça, c'est quelque chose, ça interroge les ingrédients, ça nous donne des pistes sur les raisons pour lesquelles la France n'a pas de Silicon Valley, alors que oui, la France est comme la Californie. Elle a un climat comparable à la Californie, elle a une population comparable à la Californie sur le plan du métissage culturel et intellectuel, elle a des universités qui, en partie, sont comparables aux californiennes. Je dis bien en partie, puisque le rapport à l'argent dans les universités françaises est éminemment compliqué. La corruption universitaire est profonde en France et elle est impunie la majorité du temps. On l'a vu dans l'affaire du sang contaminé, on le voit aujourd'hui dans l'affaire du charnier de Paris-Descartes, où un président d'université est mouillé jusqu'aux yeux et pourtant il n'a ni démissionné ni été condamné par son supérieur hiérarchique, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça, c'était impensable aux États-Unis. Donc oui, on ne peut pas tout de même comparer le système universitaire français au système américain, mais il est vrai que la France a des similitudes essentielles avec la Californie, à commencer par un PIB comparable, et que c'est un État agricole. N'oublions pas, la France est un État agricole, la Californie aussi est un État des États-Unis qui est agricole, de plus forte valeur ajoutée, et ça a pesé dans la création de la Silicon Valley. Ce qui manque réellement à la France, c'est cette culture de la prise de risque, cette culture de ce que l'échec est un diplôme, de ce qu'avoir échoué, c'est une très bonne chose. On ne peut pas réussir sans avoir échoué. Toutes les boîtes de la Silicon Valley ont connu une near-death experience. Et puis, encore une fois, cette autocensure française atroce qui fait que ceux qui créent des startups en France, ce sont les gens proches du pouvoir. Et ça, c'est catastrophique, parce qu'une start-up en Californie ne naît pas parce qu'elle est proche du pouvoir. Je vais prendre, il y a des nombreux cas. Il y a eu Quaero, le fameux Google à la française. Quaero est mort, évidemment. Après Quaero, l'échec de Quaero, on n'a tiré aucun enseignement. On a créé un Quaero bis avec les mêmes erreurs, les mêmes conneries et le même staffing. Et ce Quaero bis s'est appelé Quant. Quant, j'y croyais honnêtement, j'y croyais, je parle de ma propre expérience. J'ai fait un éditorial dans Le Point pour dire que Quant était une bonne chose et qu'il n'allait pas exploiter nos données comme le ferait Google, etc. Quant, aujourd'hui, on voit la poudre aux yeux, le charlatanisme que c'était. Le moteur reposait sur Bing. Le directeur de la recherche de Quant était un inénarrable illettré de l'entrepreneuriat. Illettré. C'était un universitaire, un académique qui ne comprenait rien à l'entrepreneuriat et rien à l'importance de la communication, du keynote, de tout ce qui a fait la force, par exemple, d'Apple ou de Tesla aujourd'hui. On avait un obscur académicard qui se pignolait sur la perspective de publier des articles dans des journaux à comité de lecture. Quand on crée une entreprise, on n'est pas là pour publier des articles dans des journaux à comité de lecture, bande d'imbéciles. Mais ça, c'est la mentalité du premier de la classe. Regardez, monsieur, j'ai tout bien fait, hein. J'ai un bon point. Merci beaucoup. On ne crée pas de start-up avec ça. Et ça a été souligné par John Evans dans TechCrunch, ce journaliste canadien. Il a dit la French Tech est de la poudre aux yeux pour cette raison. J'ai été le premier en France à dire la French Tech est absolument de la poudre aux yeux. Il n'y a rien derrière que de la dépense publique pour souligner des premiers de la classe. Il n'y a pas de réelle prise de risque comme elle est encouragée dans la Silicon Valley. Il n'y a pas de volonté de défier le statu quo, de défier l'autorité. Aucune start-up américaine n'a réussi sans défier l'autorité. Apple voulait battre IBM et ils le mettaient dans leur campagne commerciale. Ils le mettaient dans leur communication officielle. Microsoft a voulu battre IBM en collaborant avec eux au début, mais pour les battre et pour être meilleur qu'eux, c'était leur ambition quand ils se levaient le matin. Google a voulu battre AOL, bien entendu, AOL qui était surfinancé et qui a même pu racheter Time Warner. Cette volonté de battre la figure d'autorité, c'est l'antipode du bon élève. C'est l'antipode du type au premier rang qui est là, monsieur, regardez, j'ai levé le doigt, vous me donnez la parole s'il vous plaît. Le directeur de la recherche de Quant, c'était ça. C'était un obscur académique qui pantouflait dans le monde privé
et qui donc rêvait de faire des publications à comité de lecture, ce qui n'est en aucun cas le but d'une start-up. Il faut tout de même être clair. Et cette mentalité de premier de la classe est ce qui crée l'obstacle le plus fondamental à l'existence d'une Silicon Valley en France. On ne peut pas avoir ligne Maginot et Silicon Valley. Ce n'est pas possible. La ligne Maginot, c'était déjà à l'époque le fruit d'une mentalité de premier de la classe, c'est-à-dire toute une administration qui se confortait dans l'idée qu'elle avait tout bien fait comme il fallait, comme les études recommandaient de le faire. Évidemment, ça c'est l'opposé de la disruption, puisque la conformité est l'opposé de la disruption. La France vénère bien trop la conformité pour avoir une Silicon Valley. Alors j'ai deux questions à la suite de ça, puis après faut que j'essaie de aussi te poser les questions que j'ai préparées, mais c'est hyper intéressant et ça me donne envie de rebondir sur plein de trucs. On entend souvent un truc pour entre guillemets terminer sur le côté Silicon Valley, mais qui est hyper intéressant. On entend souvent que une des raisons, et je trouve que c'est effectivement assez vrai, je voudrais avoir ton avis, c'est que à l'école primaire ou à l'école même maternelle, quand les gamins ont 5 ans ou quoi, on les fait parler à l'oral devant tout le monde, présenter. On va dire bah voilà, tu vas venir présenter devant tous tes petits camarades ce que font tes parents ou parler d'écrire ta chambre ou des trucs tout simples. Mais prendre la parole, oser et oser aussi se planter. Prendre la parole, c'est se mettre en situation de faiblesse et d'échec. Et en France, on le fait pas du tout. En France, c'est lever la main, donner la bonne réponse et uniquement donner la bonne réponse. Est-ce que tu penses que c'est l'un des fonds du problème? Est-ce que tu penses que c'est capital? Oui, puisque la France entretient, nourrit, souligne une culture du reste à ta place. Le reste à ta place est la maladie française. Ça a été souligné par Perfit quand il a parlé du mal français, quand il a parlé de la société de confiance. Aujourd'hui, d'autres chercheurs ont parlé de la société de défiance. On dit comment le système français s'autodétruit, comment le modèle français s'autodétruit. La France a pris 2 guerres mondiales dans la gueule et elle a été en réalité perdante 4 ans, gagnante 6 mois. Bon, ça, c'est dans les 2 guerres mondiales, la France a été perdante 4 ans, gagnante 6 mois, avec des pertes colossales sur son territoire la première fois, et puis sur la deuxième, des pertes en matière d'honneur, des pertes en matière de collaboration, qui encore aujourd'hui ne sont pas tout à fait effacées, malgré bien évidemment l'héroïsme des rares gens qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne sont pas restés à leur place. C'est vraiment démontré que cette mentalité de ne pas rester à sa place existe en France, que tous les plus grands Français l'ont systématiquement souligné. De Gaulle, on disait que ses étoiles étaient en zinc, parce qu'il était général ATT, à titre temporaire. De Gaulle n'était pas un vrai général, on lui a dit ce n'est pas un vrai général, c'est un imposteur, ce n'est pas un vrai général. Saint John Perse, qui est pourtant un poète que j'aime beaucoup, Saint John Perse détestait De Gaulle. Il ne lui a pas adressé la parole de toute la Deuxième Guerre mondiale. Parce que pour Saint John Perse, l'autorité c'était Pétain. Bien évidemment, il était membre de l'Académie française, donc il avait forcément raison. N'oublions pas que la France a donné un siège à l'Académie à Pétain, et à tout un tas de pétainistes, pas que à lui. Il y avait des pétainistes convaincus qui ont eu un siège à l'Académie, même après la guerre. Les gens diraient oui, mais avant la guerre, on ne savait pas. Non, non, non. Après la guerre, il y a eu des pétainistes à l'Académie française. Et on pourrait croire que ces considérations ne sont pas à propos sur des débats sur les startups et la possibilité d'avoir une Silicon Valley en France. Mais en réalité, elles sont au cœur, car il faut plonger à la racine de la culture qui s'est développée en France, qui n'est pas la vraie culture française. La vraie culture française, c'est Jules Verne. La vraie culture française, même si je ne suis pas du tout un fan de lui, ça reste Napoléon. Dans l'idée, impossible n'est pas français. Dans l'idée, je suis empereur, je me couronne moi-même. Ça, c'était quand même un geste audacieux. C'est-à-dire, je ne laisse personne me dire ce que je vaux. Ce sont mes propres réalisations qui me permettent d'avoir un titre. Je suis empereur par la grâce de mes propres vertus. Ça, c'est le vrai esprit français. Hugues Capet, bon sang, défenseur de Paris. Il n'avait aucune légitimité autre que celle-là pour créer la dynastie des rois de France. Il a juste défendu Paris. Il était là quand il y avait besoin d'un défenseur contre les Vikings. Ça, c'est la vraie culture française. Et Vercingétorix, c'est exactement la même chose. Vercingétorix, étymologiquement, c'est très intéressant. Ver, c'est un cousin du mot anglais over, donc quelque chose de supérieur. Ver. Cingetor, ça veut dire le soldat. Cingetor, le soldat. Et Rix, Cingeto, c'est le soldat, et Rix, c'est un cousin de Rex, qui veut dire le roi. Donc, roi suprême des soldats. Vercingétorix, aucune légitimité autre que d'avoir unifié les Gaules, qui passaient leur temps à se battre entre elles, quand il fallait qu'elles s'unifient. Au passage, on a eu le même problème vraiment avec les grandes écoles en France. La fusion des grandes écoles en France
qui a été impossible. Alors, il y a eu à peine Centrale Supélec qui ont parvenu à fusionner, mais la perspective qu'il y ait une seule grande université de Paris qui rayonne à l'international, que les grandes écoles deviennent des collèges, comme ça elles continuent d'exister. On parle du collège polytechnique, on parlera du collège normal supérieur, mais ça sera le même diplôme pour tous, de façon à ce qu'il fût lisible à l'international. C'est ce qu'ont fait les Anglais à l'époque, bien sûr, où Cambridge délivrait des diplômes par ses collèges, mais toi, par exemple, je pense que tu serais bien incapable de me dire, malgré le fait que tu es très cultivé, que tu as beaucoup voyagé, quel est le collège le plus prestigieux de Cambridge? Juste te le demander. Pardon? Tu vois, petit 1, tu le sais pas, et petit 2, tu t'en contrefous. Et tu fais bien. Parce qu'à l'international, tout le monde s'en contrefout de savoir quel est le collège le plus prestigieux de Cambridge. C'est Trinity College, et ça te fait une belle jambe de le savoir. Eh bien, les Britanniques ont fusionné le diplôme en disant c'est un seul diplôme de Cambridge University, il est lisible à l'international. La France a été totalement incapable de faire ça pour les grandes écoles et pour Paris, pour l'université de Paris, précisément parce que cette mentalité qu'on retrouvait dans la guerre des Gaules, quand tu ouvres la guerre des Gaules de Jules César, c'est le grand philosophe Pierre-Louis Després, qui est un spécialiste de la philosophie du management, qui m'a appris ça. Quand tu ouvres la guerre des Gaules de Jules César, ça commence par Cum Caesar in Gallia moenit factiones errant. Quand César est arrivé en Gaule, il y avait des factions opposées. Quand César est arrivé en Gaule, il y avait des factions opposées. Et oui, on est les Rennes, on ne va pas s'allier avec les Parisiens. On est les Arvernes, on ne va pas s'allier avec les Venettes. Et puis, ces cons d'Allobroge, on va tout de même pas se mettre sous leur commandement. Bon, ensuite arrive Jules César, il fout des baffes à tout le monde, il conquiert la Gaule. La mondialisation aujourd'hui pour la France, c'est la même chose. C'est-à-dire que, et face aux grandes écoles en particulier, la mondialisation éducative, la France l'a complètement échoué. Complètement. C'est une branlée sans nom de voir, comment dire, les qualités qu'avait la France sur le plan éducatif, les perspectives qu'elle avait, parce qu'elle a des universités qui, en réalité, sur le plan budgétaire, sont très efficaces. Quand on regarde les points de classement internationaux, oui, les facs françaises sont mal classées. Elles le méritent. On ne peut pas dire les choses autrement, elles le méritent. Mais leur classement est proportionnel à leur argent, tout de même. Si on divisait le classement universitaire international, si on divisait, on le normalisait par le budget, les facs françaises seraient en tête. Les facs françaises seraient en tête, c'est probablement numéro 2, numéro 3, peut-être même numéro 1 pour Paris-Saclay ou Paris Sciences et Lettres. Donc, et personne n'a eu la présence d'esprit, aucun génie de Paris-Saclay ou de Paris Sciences et Lettres n'a eu la présence d'esprit de faire ça, de publier un classement normalisé du budget. C'est simple, ça. On faisait ça il y a 10 ans, et nos facs attiraient le monde entier. Or, pour conclure, quand on va justement dans Paris-Saclay, que des gens qui n'y connaissent absolument rien dans la Silicon Valley, comme Stanislas Dehaene par exemple en France, on dit dans la presse c'est la Silicon Valley française. Non mais oh Stanislas, il faut vraiment que tu arrêtes de fumer du crack parce que tu ne sais pas ce que c'est que la Silicon Valley, tu n'es pas qualifié pour ça. Paris-Saclay ne ressemble pas de près ou de loin à une Silicon Valley. Il faut le dire de façon frontale. Il faut être quelqu'un de totalement inculte en matière de Silicon Valley pour dire ça. Il n'y a pas de start-up là-bas qui cherche à remettre en cause l'autorité. Il n'y a pas de start-up entre Massy et Saclay qui essaye de dire moi je vais battre Safran, je vais battre les entreprises de la défense française, plus Safran maintenant, je vais battre les boîtes du CAC 40. Il n'y a aucune start-up française là-bas qui dit ça. Elle dit juste je vais essayer de bien faire mes devoirs, de bien avoir les financements que les autorités voudront bien me donner, et ensuite d'être racheté, si possible, par une entreprise du CAC 40. Et cette mentalité, et là, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Evans de TechCrunch, il a dit, mais enfin, est-ce que vous imaginez Airbnb rêver d'être racheté par Marriott? Tout de même, ben, bien sûr que non. Airbnb, s'ils valent des milliards aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils ont essayé de battre Marriott, et pas du tout d'être rachetés par eux. Ils ont essayé de s'auto-couronner, comme Napoléon. Bon, cette mentalité, elle peut exister, et j'aurais tort d'être négatif, elle peut exister, non seulement elle peut exister, mais elle est au cœur de la France. Elle est dans l'identité fondamentale de la France, cette idée de ne pas rester à sa place en réalité. Ne pas rester à sa place, ça fait partie de l'ADN profond de la France. C'est le XXe siècle qui a laissé passer cette couche de reste à ta place, cette couche de soumission à l'autorité, où aujourd'hui, un jeune start-upper du plateau de Saclay est plus heureux d'obtenir un prix de compétitivité ou un prix de l'école polytechnique, c'était cette fameuse école que personne ne connaît à l'international,
alors que bien évidemment, ni Apple, ni Google, ni Facebook, ni Amazon, ni Microsoft n'ont jamais gagné le moindre prix quand c'était de jeunes boîtes, parce qu'elles étaient trop occupées à faire leur travail plutôt que d'essayer d'obtenir un ruban et un bon point de la part de la maîtresse d'école. On ne peut pas, l'entrepreneuriat est beaucoup trop prenant et beaucoup trop exigeant, difficile pour permettre de perdre son temps sur des bons points et des prix régionaux de compétitivité dont tout le monde se contrebranle avec la dernière énergie. Ah ouais, non, je suis hyper d'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui nous regardent, les gens qui sont sur ma chaîne YouTube, sont, je pense, j'espère, en majorité quand même, des gens de la catégorie désobéissant, de la catégorie pas pur universitaire, bon point, etc. Mais j'aime bien aussi dans ces interviews donner des espèces de petits conseils très pratico-pratiques en disant, bah voilà, le conseil d'Idriss. Et si je résume vraiment en un mot, alors je peux pas, enfin, je suis obligé de faire un gros travail de dégrossissement pour résumer en un seul mot, mais c'est désobéissez. C'est déjà ça. C'est désobéissez. Si tu me regardes aujourd'hui, tu peux entreprendre. Évidemment, il reste aussi mon adage love can do, c'est-à-dire apprenez le métier de votre startup par amour, apprenez-le, fascinez-vous, concentrez-vous sur votre startup par amour. Vous ne pouvez pas être numéro 1 si vous ne faites pas ce que vous aimez. Si vous souffrez, votre startup va échouer. Si vous souffrez, ça ne veut pas dire ne pas faire d'efforts. L'effort et la souffrance, ce sont deux choses différentes. On peut produire un extraordinaire effort et avoir adoré ça. Mouiller le maillot, taper un sprint pour planter un but à 27 mètres, c'est un effort. On mouille le maillot, on crame des calories, mais on ne le ressent pas comme une souffrance. Donc l'effort et la souffrance, ce n'est pas la même chose. Si vous souffrez, votre startup est sur la mauvaise voie. Elle est sur la pente fatale, elle va crever. Si vous souffrez, votre startup va crever. Si vous aimez, si vous êtes passionné, si elle vous fait bander votre startup, vraiment, elle vous excite, alors là, vous êtes sur la bonne voie. Là, vous êtes sur la voie, vous arriverez à communiquer aux investisseurs votre projet et sa pertinence, et à vos clients aussi, vous arriverez à transférer votre enthousiasme parce que vous serez comme une torche enflammée et votre contact enflammera aussi vos investisseurs et vos clients. Donc, et les journalistes qui parleront de vous pour faire que votre startup soit plus connue. Donc réellement, départissez-vous de tous ces logiciels foireux qu'un monde normatif, castrateur et conformé, en un seul ou en deux mots d'ailleurs, essaie d'installer dans votre tête. Pour créer une start-up, il faut briser les règles. Ça, c'était absolument exact. Et je ne connais pas de start-up qui ait réussi sans avoir brisé les règles. Je suis hyper d'accord et merci pour ça. Et par ailleurs, effectivement, moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai monté une dizaine de startups dans ma vie et je les ai quasiment toutes plantées lamentablement. Donc bien sûr, l'échec en France, etc. Mais quand je me suis mis à faire ce qui me plaisait vraiment, et j'en ai parlé là dans un petit talk que j'ai fait récemment, quand j'ai vraiment fait ce qui me plaisait à fond, c'est-à-dire investir et monter mon club d'investissement, qui est un truc qui me passionne. Et là, je me suis mis à réussir. Parce qu'effectivement, il faut suivre vraiment sa passion. Donc, je suis 100% aligné avec ça. Là, tu soulignes un point très important parce que une des grandes leçons que j'ai apprises, vous savez, dans l'immobilier d'affaires, dans l'immobilier commercial, pardon, eh bien, on considère qu'il y a 3 règles. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que la Silicon Valley française n'existe pas, parce que bon, voilà, Massy, pas les eaux sous la pluie, l'emplacement, 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 tu repasseras. Bon. Mais surtout avec la qualité du RER, la capacité à arriver sur Paris, enfin tous ces trucs-là. Et puis, bon, pareil aussi, quand Villani a fait son rapport sur l'intelligence artificielle, c'était inénarrable de parochialisme, c'est-à-dire prêcher pour sa propre paroisse, où il disait, voilà, il faut plus de chercheurs, non, il faut plus d'entrepreneurs, il faut plus de gens qui passent de la recherche à l'innovation, c'est l'innovation qui gagne de l'argent, c'est une parenthèse très importante qu'il faut faire. La recherche, c'est transformer de l'argent en connaissance, elle est vitale évidemment. Il faut investir de l'argent pour créer de la connaissance, c'est la recherche. Le développement ou l'innovation, c'est transformer de la connaissance en argent. Et en France, malheureusement, il y a un cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui s'évapore, qui crée des nuages, ça c'est la connaissance, elle est disponible à tous, elle est publiée dans des journaux plus ou moins accessibles, mais tout de même facilement accessibles, il suffit de payer. Ça c'est le nuage de la connaissance. La pluie de ces emplois, eh bien elle peut être ailleurs. Et la France est une spécialiste absolue de l'évaporation de la connaissance. Le CNRS, par exemple, déclare, bon, mensongèrement, mais je ne vais pas leur en vouloir d'avoir un peu dopé leur prestige, apparemment tout le monde fait ça. Eh bien, le CNRS a dit qu'ils étaient le premier créateur de connaissances mondiales. C'est faux, mais ils sont un gros créateur de connaissances tout de même. La connaissance s'évapore, mais les emplois qu'elle doit pleuvoir pleuvent à l'étranger. L'imprimante 3D a été découverte par un Français, aucun emploi créé par elle en France. Le laser, le pompage optique, prix Nobel Alfred Kastler en 67,
Eh bien, à l'époque, le CNRS disait laser à quoi? Laser à rien. Quelle bande de, pardon, mais quelle bande de trous du cul. Enfin, je veux dire, les emplois qu'ils ont détruits par cette attitude merdique de dire laser à quoi, laser à rien. On n'a même pas le nom de ces gens-là. Parce qu'évidemment, on ne peut pas accuser tout le CNRS, même s'ils ont été complices de cette mentalité, mais on ne peut pas les accuser d'avoir dit ça en entier, ça c'est certain. Mais il y a des gens là-bas qui ont dit ça, laser à quoi, laser à rien. Imprimante 3D, laser, pompage optique, et cristaux liquides, tiens, prix Nobel Pierre-Gilles de Gênes en 91. Cristaux liquides, bah, la France n'exporte pas d'écran à cristaux liquides. La magnétorésistance géante, qui est à la base du disque dur de tous les smartphones, de tous les PC portables, les SSD, Solid State. Bah, la magnétorésistance géante a été co-découverte par un Français, Albert Ferr, prix Nobel en 2007. La France n'exporte pas de disque dur SSD. Elle n'en manufacture pas chez elle. Et pour les bas de plafond qui me diraient, mais oui, mais la main-d'œuvre est trop chère, Fusion.io, et qui est la meilleure entreprise pour les mémoires NAND avec Steve Wozniak à son board. Elle fabrique à Salt Lake City, enfin à Cottonwood Heights dans l'Utah. Donc qu'on vienne pas me dire que la main-d'œuvre est trop chère et qu'on peut rien faire. D'ailleurs, tous les imbéciles qui avaient bien lu les manuels et qui avaient dit ça dans les années 70 en disant, eh bien, par exemple, on ne peut plus produire de montres en français, la maison LIP, on ne peut plus produire de montres parce que bah, nous, on a lu les manuels et puis les manuels ils disent que le coût du travail est trop cher. Ben, les Suisses, ils n'avaient pas lu nos manuels, ils continuent à produire des montres. Et ils sortent des montres à 300 000 balles qui se vendent. Il y a une excellente entreprise française d'ailleurs que je salue et que j'admire énormément, c'est Morel. Ils continuent à faire des lunettes dans le Jura parce qu'eux non plus n'avaient pas lu les manuels des imbéciles bas de plafond qui disaient que la main-d'œuvre était trop chère en France pour faire des produits compétitifs et continuent à faire leurs montures en France et elles s'exportent dans le monde entier. Donc ça c'était sur ce point, sur la recherche s'est transformée de la connaissance en argent, le développement ou l'innovation s'est transformé de l'argent en connaissance. En France, on est très bon pour la recherche. Et là, je ne vais certainement pas jeter la pierre à la recherche française. On a une efficacité budgétaire de malade. Le budget du CNRS, c'est 6 milliards annuels. Le budget climatisation du Pentagone, c'est 21. C'est-à-dire que les forces armées américaines, pour se climatiser, c'est 21 milliards contre 6 pour le CNRS. Donc oui, budgétairement, on est efficace. Par contre, transformer cette connaissance en start-up, en emploi, bah non, on ne peut pas. Puisque tant qu'on aura des premiers de la classe, tant qu'on aura des mecs comme le directeur de la recherche de Quant, qui est là en mode susu parce que j'ai bien fait mon travail, qui n'envisage pas le moins du monde d'essayer de désobéir aux figures d'autorité, eh bien, on ne pourra absolument pas transformer cette connaissance en emploi. Mais donc, pour revenir sur ton expérience des startups que tu as, dont tu disais qu'elles ont lamentablement planté, je suis évidemment pas d'accord avec cette idée lamentable. Moi aussi, j'ai des boîtes qui ont échoué. J'ai créé une boîte en Suisse que j'ai installée au mauvais endroit, à Neuchâtel. C'était le pire endroit pour installer une start-up de ce niveau de rayonnement international. J'ai même eu dans cette boîte, dans les locaux de cette boîte, le très grand, l'immense Mostafa Terab, qui est aujourd'hui président de l'OPEP des phosphates, l'OPEP des engrais, et qui est le président de l'OCP, le plus gros producteur de phosphate au monde, et de l'université Mohamed VI au Maroc, qui est venu sur place. Bon, ces pécores de Neuchâtel l'ont absolument pas reçu comme il fallait. Il y avait eu aucun, ils n'avaient absolument pas conscience de qui ils recevaient, des opportunités internationales qu'ils avaient, et ils n'ont rien fait. Il n'y a pas eu de tapis rouge déroulé pour ce monsieur. Bon, j'ai appris. Cette entreprise a échoué, elle s'est effondrée. J'y ai perdu de l'argent considérablement, j'y ai perdu des sommes colossales, mais ça ne m'a absolument pas dissuadé de continuer, de persévérer, de continuer à créer des boîtes. Par contre, ce que ça m'a appris, et ça c'est le conseil que je donne à tous tes auditeurs, toutes tes auditrices, j'ai dit de la même façon que pour l'immobilier commercial, il y a 3 règles. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Pour créer une start-up, il y a 3 règles. Choisis bien tes associés, choisis bien tes associés, choisis bien tes associés. Le mauvais associé et après le mauvais employé, c'est le premier truc qui va t'exploser ta start-up. Number one. Je ne connais pas de plus gros risque que la mauvaise équipe. Ouais, ça, je n'en connais pas. Mais bien sûr. Et ça, tu vois, j'ai enseigné 7 ans à Centrale. J'ai enseigné 3 ans dans le MBA exécutif de Mazars. Je ne savais pas ça. Parce qu'aucune des études de cas que j'ai enseignées, aucun des polycopiés de cours, quand j'étais même au tout début chargé de TD, j'ai commencé comme chargé de TD à Centrale, puis après j'ai créé mon propre cours en master spécialisé. Eh bien, c'était pas dans les polycopiés. Et tous les imbéciles qui enseignent le management, je suis certain qu'ils sont absolument pas conscients de ça. Or, c'est le premier truc. Tu choisis le mauvais associé. Moi, alors c'était magique, j'avais 2 associés, ils se payaient mieux que moi tous les 2, ils ne rapportaient pas 1 centime à la boîte, j'avais rapporté 1 centime de bas de bilan à la boîte, ils l'ont surendetté par contre, alors très volontiers, et ils se payaient plus de 10 000 balles par mois, 10 000 balles, 15 000 balles au prorata, c'est ouf. Bon,
Tu choisis les mauvais associés, t'es mort, t'es mort. Et la leçon absolue, c'est qu'il ne faut pas choisir quelqu'un parce que c'est un ami ou parce que tu bois des coups avec lui. Ça ne veut pas dire que des associés avec qui tu bois des coups sont disqualifiés, mais ce n'est pas un critère. C'est-à-dire que l'amitié, il faut vraiment voir les relations humaines comme un circuit électrique. Le réseau social, ton circuit social, a une certaine résistance, il a un certain calibrage électrique, il y a un certain ampérage et un certain voltage qu'il peut tolérer. Et il y a un proverbe de soufi qui en parle très bien, qui dit « Combien de vrais amis tu aurais si tu devais leur demander de planquer un cadavre ?» Bon, c'est extrême, mais ça fait bien réfléchir. C'est-à-dire, planquer un cadavre, c'est un voltage et un calibrage de stress, et un ampérage, pardon, de stress, de pression, de confiance, de fiabilité tellement élevé que tu comprends bien que là, d'un coup, tu n'as plus d'amis. Si tu te demandes combien de fils te connectent à des gens qui peuvent tenir ce voltage et cet ampérage, bah, tu vois bien qu'il y en a très peu, probablement aucun. Eh bien, une start-up, c'est ça. Créer une entreprise, c'est exiger de tes associés un voltage et un ampérage qui n'a rien à voir avec celui de l'amitié. Donc, si tu branches ton téléphone sans adaptateur, tu mets direct un fil de fer de la borne de ton téléphone jusqu'aux 220 volts de la prise électrique, bah, il va cramer. Tu vas niquer ton téléphone et puis c'est tout. Et il était très bien ce téléphone, il faisait du bon boulot. Il n'y avait pas de problème, il était personnel, c'était un truc qui tenait dans ta poche comme une amitié. Mais il ne fallait pas la brancher sur le secteur. Donc, dans le choix des associés, et ça, et ça, je l'ai appris, c'est ce qu'on appelle, les Grecs appellent la pathémata mathémata, apprendre par ses erreurs, par ses cicatrices. Et quelqu'un qui n'a pas de cicatrice n'a jamais rien appris. Il faut être très très clair. Je n'ai aucun respect pour quelqu'un qui n'a pas de cicatrice. Un entrepreneur ne peut avoir aucun respect pour quelqu'un qui n'a pas de cicatrice. C'est bien pour ça que les startups françaises échouent, que Quant est en train de s'effondrer. Regarde le directeur de la recherche de Quant, c'est un mec qui a zéro cicatrice, c'est un bon élève du berceau au tombeau. Pardon? Oui, alors, mais il va partir pantoufler, il va rester fonctionnaire, il va se mettre chercheur au CNRS, il va se mettre, enfin, c'est pas voilà, bon, tu vois très bien que c'est pas quelqu'un qui va réessayer, persévérer, il va dire que c'était pas de sa faute, qu'il avait tout bien appliqué les manuels, et que voilà, c'est la conjoncture, ma bonne dame, c'est moi j'ai fait les manuels, tu vois, parce que la marque de la bureaucratie, c'est qu'elle préfère que ça échoue avec sa méthode plutôt que ça réussisse sans elle. Et on l'a vu avec le cas majeur de Céline Alvarez en France. Céline Alvarez s'est fait défoncer parce qu'elle a appliqué une mentalité start-up à l'éducation. Elle a dit, je vais essayer d'entreprendre, je vais essayer de créer un nouveau moyen d'enseigner à mes élèves. On lui a dit, par exemple, c'est un des plus gros mensonges, on lui a dit, il n'y a eu aucune confirmation scientifique de la qualité de son enseignement. Bah alors, c'est vrai, si et seulement si on considère qu'à chaque fois qu'un prof note un élève, c'est pas scientifique. Si à chaque fois on considère qu'un prof note une copie de Polytechnique, note un concours d'entrée aux grandes écoles, c'est pas scientifique. Si tous les gens qui l'ont attaqué en disant aucune évaluation scientifique des travaux de Céline Alvarez, je dis très bien. Alors dans ce cas-là, écrivez-moi noir sur blanc, si vous avez le 2 grammes de courage et d'honneur, écrivez noir sur blanc que la totalité des concours des grandes écoles ne sont pas scientifiques non plus. Puisque si vous considérez qu'une note et qu'une évaluation par un professeur n'est pas scientifique, certes, ça peut se débattre, mais dans ce cas-là, ayez le courage de ne pas vous acharner sur une pauvre instite en début de carrière et de mettre le doigt là où il faudrait, c'est-à-dire oui, si la note n'est pas scientifique, si l'évaluation par un prof n'est pas scientifique, eh bien, certes, les concours des grandes écoles ne le sont pas plus non plus. Mais Céline Alvarez, donc, avait réussi à apprendre à lire, écrire, compter, diviser parfois, à des gamins maternels, avec une nouvelle méthode. Une nouvelle méthode qu'elle a mise au point. Bon, elle s'est faite dégommer parce que la bureaucratie préférera toujours le reste à ta place au résultat. La bureaucratie préférera toujours que quelqu'un échoue avec sa méthode plutôt qu'il réussisse sans elle. Ça, c'est la marque d'une bureaucratie. La méthode est plus importante que le résultat. Ce qui conduit à la ligne Maginot, c'est la méthode. Si, regardez, on a fait des commissions Trasibule, des comités Théodule, on a réuni des gens qui étaient très qualifiés, qui étaient majors de Saint-Cyr, comme l'inénarrable Gamelin, n'oublions pas, Gamelin, le bourreau de la défense française en 40, le sombre crétin qui dirigeait la France depuis Vincennes, et qui envoyait des courriers, il envoyait des courriers à pied ou en voiture pour transmettre ses ordres, ce débile, il était major de Saint-Cyr. Bon, alors sur le papier, il n'y avait pas mieux. Pour la bureaucratie, c'était lui qu'il fallait mettre à cet endroit. Et la bureaucratie dira, bah, on a fait tout ce qu'il fallait. Je ne comprends pas.
Et on continue ça, c'est-à-dire que quand le plan calcul échoue en France, c'est pareil, on a fait tout ce qu'il fallait, je ne comprends pas. Quand le Minitel, qui était pourtant une avance considérable, il faut le dire, mais quand le Minitel reste comment dire, à confire dans son état de l'art, qui du coup ne l'est plus, puisque le reste du monde progresse, eh bien c'est pareil, on a tout bien fait. Rappelle-toi du rapport Terry. Le rapport Terry, ça c'est quelque chose, tous les Français devraient le connaître, tous les start-upers devraient le connaître, ils devraient l'étudier. On a Monsieur Terry, polytechnicien, ingénieur général des télécoms, inspecteur général même je crois, et puis Terry donc, est commissionné par Édouard Balladur, à l'époque Premier ministre, on est en 95 juste avant les élections, pour nous donner son idée de l'avenir d'Internet. Voilà, le rapport Terry. Alors est-ce que j'ai mentionné que Terry était co-inventeur du Minitel? Évidemment, ça a donné un rapport qui était inénarrable de conneries, et c'est avec des gens comme ça, que des types comme De Andy, qu'on fera une Silicon Valley à Saclay. Encore une fois, bon, allez, arrête de fumer la moquette, va plutôt travailler la puissance statistique de tes expériences, parce que des choses dont tu ne connais absolument rien, comme la Silicon Valley, n'en parlent pas. Eh bien, le rapport Terry dit Internet n'a aucun avenir commercial. Internet n'a pas d'avenir commercial. Internet n'est pas adapté au commerce. Ça commence comme ça. Il dit voilà, son architecture décentralisée fait qu'il n'est pas adapté au commerce. Puis il enchaîne en disant qu'il ne pèse que 12% de part de marché du Minitel. Combien de gens cultivent cette mentalité Maginot en France? Parce que cette mentalité du rapport Terry, c'est la mentalité Maginot. C'est j'ai bien fait mes devoirs. Ah, regardez, monsieur le Premier ministre, j'ai bien fait mes devoirs. Regardez, j'ai dit que ça faisait que 12% de part de marché du Minitel. C'est vrai en plus. Hein. Alors ça, c'est un point important. C'était vrai qu'Internet ne faisait que 12% de part de marché du Minitel. Mais de la même façon qu'un morceau d'humain n'a jamais été un humain, de la même façon qu'un morceau de bœuf n'a jamais été un bœuf, un morceau de vérité n'a jamais été une vérité. Ça, c'est un point, je suis encore obligé d'enseigner ça aux gens, leur expliquer. Un morceau de vérité n'a jamais été une vérité. La vérité, c'est la totalité des faits. On ne peut pas juste prendre les faits qui nous arrangent, on appelle ça du cherry picking. Alors ça, il y a tout un tas de pseudo-scientifiques en France qui adorent faire ça. Ils ont parfois des postes au CNRS, ils font du cherry picking. Non, moi, je vais prendre ce fait-là, ce fait-là, il m'arrange bien, alors je vais le prendre, et puis je vais juste souligner ce fait-là, parce qu'il est mieux pour ma carrière. Bon, ça, ce n'est pas de la science, hein, c'est de la pseudo-science, c'est même de l'anti-science, ça détruit la science. La pseudo-science, c'est juste pas de la science, c'est de la science qui prétend en être. L'anti-science, c'est de la science qui détruit la science, qui attaque la science, de l'intérieur. Bon. Eh bien, cette mentalité Maginot qu'on retrouve dans le rapport Terry, c'est du cherry picking de fait aussi, c'est de dire, voilà, Internet ne fait que 12% de part de marché du Minitel, donc il n'a aucun avenir. Et ça, c'est un mensonge éhonté qui a détruit l'emploi en France, parce que ces gens ont été payés avec l'argent de nos impôts pour détruire l'emploi en France. Quand on met un connard comme Terry pour faire un rapport comme ça, eh bien, on détruit l'emploi. C'est tout. Il y a des gens qui sont au chômage à cause de lui, il faut le dire. Et malheureusement, cette mentalité a persisté. De la même façon qu'il y a des gens qui sont morts et que la France a été humiliée, violée par le rapport qui a donné lieu à la ligne Maginot, eh bien, la France a été humiliée sur le plan économique par le rapport Terry, et le rapport Villani, pour moi, n'est absolument pas différent. Quand on a un rapport qui dit qu'il faut donner plus d'argent aux chercheurs, très bien, mais qu'en est-il des entrepreneurs triple buse? Je sais que tu ne sais pas ce que c'est qu'un entrepreneur, tu n'as jamais créé de boîte de ta vie, tu n'en créeras jamais, tu ne sais pas faire ça. Mais ne les prends pas de haut. Refuse qu'on prenne de haut les gens qui prennent les vrais risques, qui s'ils échouent, perdent énormément d'argent, perdent leurs économies, parfois même s'exposent en matière de surendettement et en matière de responsabilité juridique d'un chef d'entreprise. Donc, respecte-les, ces gens-là. Ce sont des héros. C'est à eux qu'il faut confier un véritable soutien. Et certes, la recherche française pourrait donner lieu à des startups extraordinaires, c'est vrai. C'est tout à fait exact. La recherche française est une caverne d'Alibaba pour les startups de demain. Mais quand on voit son passif, elle a raté l'imprimante 3D, elle a raté le pompage optique, elle a raté l'application industrielle des cristaux liquides, elle a raté l'application industrielle de la magnétorésistance géante, et elle a raté l'application industrielle de CRISPR, l'édition de génome, et de l'intelligence artificielle, vu le niveau qu'on avait, eh bien, réfléchissez. Pour conclure, je ne peux dire qu'une seule chose. La Silicon Valley, ça se mérite. C'est comme Excalibur dans le rocher. Alors, le problème, c'est que Excalibur dans le rocher, on voit que le type a tiré l'épée. On le voit. On voit, ça y est, elle est sortie du rocher. C'est lui le nouveau roi. Mais dans la Silicon Valley, on ne le voit pas. On peut mettre de la com. On peut dire, ah, French Tech, regardez, ah oui, regardez Las Vegas. Alors là, on a claqué votre argent
Alors, monsieur le contribuable français, voyez ce qu'on a fait de votre argent, vous allez voir, ça ne va pas rigoler. Bon, mais à l'international, demande à un japonais ce qu'il pense de la French Tech, demande à un mec de Californie ce qu'il en pense, demande, de toute façon, y a-t-il une German Tech, y a-t-il une Japan Tech, y a-t-il il y a un Dodge Calitech, mais il est né tout seul. Il n'a pas eu besoin qu'on le crée avec des morceaux de cadavres comme Dr Frankenstein. La Dodge Calitech, ça naît d'une réputation qui se construit par le fait que oui, les startups et les entreprises allemandes créent XLP, créent des produits innovants. Si on essaie de convaincre le reste du monde qu'on est meilleur qu'eux, mais qu'ils ne l'ont pas compris et qu'il faut donc qu'ils nous écoutent, tu sais que moi je vis en Suisse, je travaille en Suisse. Il y a ici un très grand journaliste qui a été élu en Suisse qui s'appelle Fatih Derder, et il a fait un témoignage au vitriol d'une délégation française qu'il a reçue à Berne. C'était magique. Il reçoit une délégation française à Berne et il dit voilà, cette attitude toute française, si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu ne m'as pas compris. Alors je l'explique. Donc voilà, Fatih Derder, il est là. Il dit oui, j'étais face à des députés, sénateurs français, et ils étaient en mode ah, t'es pas d'accord avec moi? Pardon, je t'ai pas bien expliqué. Excuse-moi, je pense, tu sais, comme disait l'autre taré, ils n'ont pas compris notre pensée, notre pensée supérieure là. Ils l'ont pas bien comprise. Là, c'est pareil. Oh, pardon, petit Suisse, t'as pas, c'est vrai que toi, t'as pas juste un pays bien géré avec des services publics d'exception, une éducation extraordinaire, des trains qui arrivent à l'heure, un système décentralisé, un taux d'imposition bas, etc. Non, non, on va t'expliquer parce que nous, on a un pays de toute évidence mieux géré que le tien. Donc, si t'es pas d'accord avec nous, c'est que t'as pas compris. Donc, on va te l'expliquer. Bon, ça, c'est quelque chose tu ne peux pas avoir de Silicon Valley avec ça. Parce que pour avoir une Silicon Valley, il faut se remettre en question humblement et remettre le cœur de son fonctionnement en question pour pouvoir sortir cette Excalibur de rocher. Et Silicon Valley, c'est la plus grande création de richesse de l'histoire de l'humanité, d'après l'historien faramineux de Silicon Valley, Piero Scaruffi. Il l'a défini comme ça. La plus grande création de valeur de l'histoire humaine. Eh bien, la plus grande création de valeur de l'histoire humaine, ça se mérite. Et c'est pas avec des conformés, encore une fois en un seul ou en deux mots, qu'on l'a créé. Ouais, c'est clair. Alors, je vais te proposer qu'on oublie un instant la Silicon Valley, qu'on parle de start-up en général, alors qu'elle soit française ou américaine, on va pas faire de distinction, même si la distinction mérite d'être faite, ça c'est évident. T'es évidemment un passionné d'histoire, tu nous as parlé de Vercingétorix, des deux guerres mondiales, et ça se ressent beaucoup dans tes propos, dans ta communication quand tu en parles. Enfin, je pense que je dis pas d'erreur en disant que t'es passionné d'histoire et que tu t'en inspires beaucoup pour aussi décrypter, comprendre le présent. Et je trouve je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça, et c'est dommage. Je pense qu'on doit s'inspirer de l'histoire, des 2000, 5000 ans d'histoire qu'on connaît pour comprendre. Je voudrais te poser la question parce que 99% je pense des gens, peut-être des gens qui nous écoutent, en tout cas on se dit que la startup c'est un truc très moderne, hein. La startup c'est arrivé depuis 20 ans, c'est les GAFA quoi en gros. En fait évidemment les startups c'est pas nouveau, ça fait voilà, et je voudrais te poser la question, qu'est-ce que c'est selon toi les startups à travers l'histoire? Et quelles leçons on peut en tirer? Quelles leçons on peut tirer? Alors il y a des startups aujourd'hui qui réussissent, mais il y a aussi des startups qui réussissaient il y a 1000 ans, 2000 ans. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon peut-être générale, globale de l'histoire des startups pour les startups d'aujourd'hui? Alors, la première, c'est la persévérance. Hein. Ça, Steve Jobs en parle très bien. Il dit ce qui différencie la majorité des entrepreneurs qui ont réussi de ceux qui ont échoué, c'est sheer perseverance. Ça, c'est clair. Tu le vois avec Ray Kroc, même pour McDonald's, etc. La persévérance, la persévérance, la persévérance. De tout temps, c'est ça qui crée les grands événements créateurs de richesse. Les grandes situations créatrices de richesse parties de rien, partie de milieu aride, tu vois, l'esprit startup, il est aussi vieux effectivement que la civilisation. La domestication d'un chien, l'agriculture, les croisements, le fait d'apporter une nouvelle plante, une nouvelle variété. On sait que la carotte vient d'Afghanistan, le raisin vient de Géorgie. Le modèle agricole abbatial, c'était fabuleux. Le modèle agricole abbatial, qui étaient les machines à cash donc, du Moyen-Âge, de l'Ancien Régime dans son ensemble, au-delà du Moyen-Âge, les machines à cash de l'Ancien Régime, c'était les abbayes. Et les abbayes étaient caractérisées par une très très grande quantité d'attention et de temps donnée à la terre, aux produits, pour mettre un maximum de valeur ajoutée dedans. La chartreuse, le papier, les bières d'abbaye, les fromages, etc. Plus après tous les systèmes, les services, parce que les abbayes rendaient des services aussi, par abatio, la comptabilité, l'organisation, etc. Et ça a beaucoup influencé la Californie, ne l'oublions pas. San Francisco, c'est parce que c'était les franciscains qui ont créé les missions de Californie. Et les franciscains, c'était un réseau décentralisé. Serge Soudoplatov en parle très bien.
Il dit les franciscains, contrairement aux jésuites, c'était un système absolument pas pyramidal, décentralisé, en réseau, et c'était le système parfait pour la Californie. Et donc toutes ces missions qui étaient à plus ou moins une journée de cheval les unes des autres, bien avant les départements français, et bien donc San José, San Francisco, Sacramento, etc., puis Los Angeles, hein, toute la Californie, c'était les franciscains qui les ont créés. Le modèle agricole abbatial de mettre de l'attention et du temps dans la terre, parce que c'est aussi par les franciscains et par les abbayes en général que vont arriver les vignes en Californie. Et comme je l'ai dit, la Californie est un État agricole avec une culture de la forte valeur ajoutée. Cette culture de la forte valeur ajoutée a percolé dans la Silicon Valley. Elle a eu un impact majeur dans la culture de la Silicon Valley. N'oublions pas que Stanford était une ferme rachetée par le Land Stanford Senior à un ancien communard exilé. On l'appelait même la ferme, tout simplement. D'ailleurs, encore aujourd'hui, parfois on dit que le campus, c'est la ferme. Et voilà, n'oublions pas que Amadeo Giannini, le fondateur de la Bank of America, qui s'appelait Bank of Italy au départ, prêtait à des fermiers, des vergers de la Silicon Valley. C'est parce qu'il y avait des vergers, bon, en l'occurrence dans l'Oregon pour Steve Jobs, qu'il a aussi appelé sa société Apple, et puis pour qu'elle fût première dans les listings devant Atari. Donc, oui, cet esprit, il faut voir c'est quoi entreprendre, c'est créer des richesses. Bon. Créer des richesses, de ce point de vue-là, l'esprit d'un entrepreneur, on le retrouve même au fin fond de l'Union soviétique. Sergueï Korolev, l'immense Sergueï Korolev, qui est un des pères de la conquête spatiale, il avait un esprit d'entrepreneur, et qui était musclé par le fait qu'il était dans un monde stalinien atroce, et ensuite sous Khrouchtchev, où il était entouré de figures d'autorité qui avaient droit de vie ou de mort sur lui. Et malgré ça, il a réussi à préserver une capacité à défier l'autorité et à faire, à contredire. Il y a un de mes héros, c'est aussi le grand maréchal Rokossovski, qui est le maréchal le plus brillant de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Zhukov était bon, mais il n'était pas au niveau de Rokossovski. Mais Rokossovski, c'était une désobéissance habile, une capacité subtile à aller au-delà des ordres et à faire mieux que les ordres dans un environnement qui ne le tolérait pas. Donc des situations où on crée de la valeur, de la richesse, elles peuvent être faites au sein d'une personne morale qui peut donc exister. Les seules personnes morales, je pense, qui pouvaient exister dans l'Union soviétique, ça devait être les scouts, les associations comme ça de jeunesse. Mais on peut créer de la valeur au sein d'une personne morale à but lucratif dans un système capitaliste, donc une entreprise, une société. On pouvait créer de la valeur avant que le système capitaliste existât comme il existe aujourd'hui. Donc c'était dans le cas des abbayes. Je prends Petra par exemple, même avant les abbayes. Les Nabatéens créent cette ville merveilleuse dans un environnement aride parce qu'ils créent de la valeur. Et cette valeur, c'est la capacité à récolter la rosée, à récolter de l'humidité dans le désert, donc à pouvoir nourrir jusqu'à 20-30 000 personnes en plein désert, et à créer de l'agriculture donc en plein désert, et à être sur une zone commerciale, une route commerciale, etc., premier service bancaire. C'est ça la création de valeur. Les startups, ce n'est jamais que ça. Une startup, c'est de la création de valeur disruptive là où personne ne s'y attendait, c'est tout. Donc comme Petra, c'est vrai que personne ne s'attendait à des agriculteurs en plein désert. Donc la première leçon, c'est la persévérance. C'est donc créer de la valeur là où personne s'y attend. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres leçons de l'histoire sur les startups? C'est déjà génial. L'autre leçon, c'est que pour parvenir à cette persévérance sacrée, il faut aimer ça. Et là aussi, Steve Jobs en a très bien parlé, parce qu'il avait une perspective historique réelle sur le métier d'entrepreneur dans la Silicon Valley. Et réellement, il faut adorer son projet. Il faut l'aimer. Il faut y croire. Et il faut être en feu. Si tu n'es pas en feu, tu ne bouderas le feu à personne. Et c'est pour ça que les startups françaises, en fait, qui sont des poules mouillées, pas toutes évidemment, j'insiste, en aucun cas toutes les startups françaises sont des poules mouillées, j'ai dit les startups françaises qui le sont, elles sont caractérisées par une dépendance à la manne financière de l'État et à la manne financière donc, du circuit des premiers de la classe. Circuit, regardez, lui c'est très bien, il a bien fait son travail, il a bien, donnez-lui un sucre, allez-y. Bon, ça c'est Quant, encore une fois, c'est Quant, c'est en train de crever, parce qu'on ne crée pas une startup comme ça. Le scale-up d'une startup, le passage à l'échelle, bah, c'est du feu. Vous avez mis le feu, c'est Facebook. J'ai mis le feu, ça y est. Il y a des gens qui sont mes ambassadeurs, qui sont ce qu'on appelle mes évangélistes aujourd'hui, qui mettent le feu à d'autres personnes, qui disent ah, Facebook, c'est super. Quand on ne forme pas une startup sur cette base-là,
quand on forme une startup sur la base du mouillé, oui, je reçois de l'eau bah, elle va pas se propager. Et c'est pour ça que Courant ne se propage pas. Et c'est pour ça que toutes les startups qui se sont créées de cette manière-là, copaindavant.fr, copaindavant.fr, c'est horrible parce qu'ils avaient la techno de Facebook 5 ans avant Facebook. Et à l'époque, dans les manuels, il était écrit, tous les bons manuels d'école de commerce, qui étaient écrits par des gens qui n'avaient jamais créé de société de leur vie, ou qui 6 ans l'avaient créé, avaient repris une obscure société de scierie, de bois, et n'étaient absolument pas conscients de ce que c'était qu'une start-up. J'ai eu des associés comme ça, qui étaient fiduciaires pour des scieries, qui n'étaient pas du tout, comprenaient rien à la Silicon Valley. Et j'ai eu la stupidité de mettre ça comme associé, mais bon, c'était une erreur, j'ai appris. Et je dis, ne faites pas cette erreur-là. Mais en tout cas, quelqu'un qui a été dépendant comme ça du feedback d'une figure d'autorité ne peut pas bouter le feu à ses clients et à ses investisseurs. C'est pas possible. Ouais, je suis hyper d'accord. Et je déduis un dernier corollaire de ce que tu as dit. C'est vrai qu'en fait, je m'en étais jamais rendu compte. C'est vraiment en discutant avec toi à l'instant. C'est vrai que dans la Silicon Valley en Californie, à ma connaissance, alors je sais pas, on n'habite pas là-bas, il y a peut-être des choses qu'on ignore, mais il y a quand même peut-être moins d'aide publique. Or, en France, il n'y a pas une start-up que je rencontre qui n'a pas une aide de la BPI. Et voilà, pour ça, il ne faut pas avoir des clients. Ouais, il faut pas avoir des clients, il faut remplir. C'est une connerie parce que les Américains ont un système d'aide publique qui est très intelligent, c'est le Small Business Act. Et le Small Business Act, c'est pas vraiment une aide publique, il y a certains contrats, tu dois les laisser à des PME. Point. Appel d'offres. Alors là, ça, faudrait le faire. Faudrait que ce soit pas Vinci qui reprenne l'aéroport de Paris, tu vois, des conneries comme ça. Enfin, faudrait le faire. Plutôt que d'avoir en France, pour avoir des financements, il faut remplir un formulaire, technique de premier de la classe par excellence que tu as mentionné, alors que aux États-Unis, pour gagner le contrat, il faut montrer qu'on est le meilleur. Ils viennent à toi. Alors, absolument, ça c'est l'autre truc aussi. Tu vois dans l'histoire, alors il y a ce que je recommande à toutes tes auditrices et auditeurs, Pirates of Silicon Valley. Je ne sais pas si tu as vu ce très bon téléfilm, Pirates of Silicon Valley. Pirates, oui, je l'ai vu, ouais, absolument. Ouais, incroyable ce film. Ouais. Avec Noah Wiles, et donc à l'époque où il jouait dans Urgence, tout ça, qui joue Steve Jobs. Et tu as donc, ça raconte la rivalité Steve Jobs, Bill Gates, etc. Et tu vois une réalité, parce que j'ai enseigné l'histoire de la Silicon Valley, je me suis profondément documenté dessus, et je vais d'ailleurs préparer un cours en ligne, mais bon, ce sera pour les start-upers justement, ce sera un cours avancé, je ne recommande pas ça à tout le monde, ce sera à 6-7 heures. Mais ce que tu vois dans Pirates of Silicon Valley, qui est tout à fait exact sur le plan historique, c'est que comment Apple fait son scale-up, eh bien, ils ont un type qui arrive avec sa Corvette, qui s'appelle Mike Markkula, d'origine finlandaise. Et Mike Markkula, il a fait fortune dans les semi-conducteurs, chez Shockley, si je ne me trompe pas. Et il dit, je vais te mettre $250 000 tout de suite. Et je vais ramener d'autres investisseurs, très important. Si un investisseur veut protéger son investissement, qu'il amène d'autres investisseurs, c'est la base. Si tu veux protéger ton investissement, amène-en d'autres. Comme ça, tu dilues. Bon. Mais Mike Markkula arrive, et Steve Jobs n'a pas rempli le moindre formulaire. D'ailleurs, à chaque fois qu'il essaie avec Wozniak, qu'ils essaient d'être bon élève, Wozniak était employé par Hewlett Packard, et il était obligé de montrer toutes ses inventions à Hewlett Packard. Il a montré le PC, Hewlett Packard n'y a pas cru. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que tu veux que l'Américain moyen il fasse avec un personal computer? Bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'argent est allé à eux. C'est pas eux qui sont allés à l'argent. Ça, c'est un point important. Là, je ne dis pas qu'une startup ne doit pas faire d'efforts pour essayer de lever des fonds. Bien sûr qu'il faut qu'elle en fasse. Mais ceux qui créent une Silicon Valley, ceux qui créent des conditions d'existence idéales, c'est quand le start-upper peut se concentrer à 100% sur ce qui est créateur de valeur, c'est-à-dire ne pas remplir des formulaires. Remplir des CERFA n'est pas créateur de valeur. Point. C'est-à-dire, tu peux tourner dans tous les sens que tu veux. Pour un type qui a l'esprit brillant de disrupter une industrie, ce n'est pas créateur de valeur pour lui de remplir des CERFA. Point. Et ça ne se discute pas. Ouais. Et dans ce que tu dis, il y a quand même un truc aussi qui est un peu rassurant, parce t'as beaucoup tapé virtuellement sur un peu quand même la fausse Silicon Valley française. Il y a un point je voudrais faire la place. Pardon, je voulais vraiment pas te couper, mais je voulais juste intervenir à chaud sur ce point-là. Je ne fais en aucun cas du French bashing, en aucun cas. Ceux qui font du French bashing, ce sont ceux qui créent une illusion, que la France n'a rien à revoir, que la France n'a rien à modifier. Ça, le vrai French bashing, il est là. C'est de la French gangrène. C'est ça le pire. C'est quand les gens arrivent en disant, mais non, regardez, on a déjà ça, la Silicon Valley, c'est Sophia Antipolis. On a déjà ça, la Silicon Valley, c'est Saclay. C'est ça le vrai French bashing. C'est la French gangrène.
Si tu veux sauver la France économiquement, et rien n'est plus cher à mon cœur que ça, qu'il y ait une Silicon Valley en France, j'en rêve, j'en rêve. Et j'y ai cru, en plus de ça, j'y ai cru. Eh bien, il faut d'abord enlever tout ce qui gêne. Et cette mentalité merdique de premier de la classe, cette mentalité merdique que Fatih Derder soulignait donc en Suisse en disant bah, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu n'as pas compris. C'est ça qui empêche d'avoir une Silicon Valley. Mais pardonne-moi, Ouais. quand Non, je t'en prie. sur ce point. Mais t'as raison, et ça me fait marrer de t'entendre citer Sophia Antipolis. L'autre jour, après une intervention, il y a une jeune étudiante qui vient me voir et qui me pose exactement cette question, qui me dit mais comment Sophia Antipolis, est-ce que c'est presque comme la Silicon Valley? Je te jure, j'ai failli m'étouffer. Je me dis non, ça n'a rien à voir. Oui, parce qu'on lui a vendu ça. Et comme tout élève dépendant, comme tout bon chien de la figure d'autorité, un bon chien de la figure d'autorité, il prend ce que la figure d'autorité lui dit pour argent comptant. Quand tu as donc, je te dis, un professeur au Collège de France, que Stanislas Dehaene, c'est pas n'importe qui, c'est un professeur au Collège de France. Quand il dit dans Le Monde, la Silicon Valley française, sa clé, c'est la Silicon Valley de France. Bon, je dis encore une fois, hop là, il y a un proverbe magnifique latin, c'est cordonnier pas plus haut que la chaussure. Toi, t'es cordonnier. Tu sais, c'était un peintre, il avait demandé à un cordonnier si la chaussure qu'il avait peinte était bien faite. Le cordonnier avait dit ah oui, elle est bien faite. Par contre, le visage, le nez, je l'aurais fait plus long. Il a dit Sutor ne ultra crepidam, cordonnier pas plus haut que la chaussure. Bon, ça, il aurait vraiment fallu le dire. Celui professeur au Collège de France, figure d'autorité majeure du système éducatif français, qui dit oui, Silicon Valley. C'est pour ça que tu te retrouves avec des nanas qui croient ça, qui croient que oui, Sophia Antipolis, San Francisco, même combat. C'est vraiment pour ça. Quand tu as Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a fait toute sa carrière à Sophia Antipolis, qui véhicule ce mythe, bah, les bons chiens des figures d'autorité, ils y croient. Et ça te donne ça. Bah, malheureusement, ce n'est juste pas la vérité. Il faut faire de la vraie zététique, de la zététique profonde et sincère, questionner les figures d'autorité. Regardez si les figures d'autorité ont raison ou si elles nous enfument. C'est ça qui permettra de souligner et de faire émerger une vraie Silicon Valley, qui avant tout ne pourra naître que de la culture de la désobéissance. Et alors, quand même, le point intéressant que tu soulignes en racontant cette anecdote sur Apple, évidemment, la Silicon Valley est connue pour ses succès, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et les échecs, évidemment, bah, on n'en entend pas parler, ça permet aux gens de rebondir. En fait, si on en entend parler, quand on voit des vrais collapsis en Silicon Valley, il y a en Silicon Valley, c'est un cimetière, c'est vrai. La Silicon Valley est un cimetière, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de dépôts de bilan de société par habitant. Il n'y a pas d'endroit sur Terre, année après année, sur 10 ans, par décennie, quoi, qui va accumuler le plus de dépôts de bilan de société par habitant que la Silicon Valley. Et alors peut-être maintenant avec la Chine, ça doit changer, tu dois avoir peut-être à Shenzhen ou autre. Mais oui, la Silicon Valley est un cimetière. Mais les banques continuent de prêter quand elles échouent. L'accès au crédit, il est faramineux. Et puis tu sais, il faut taper dans les chiffres qui font mal. San Francisco doit capter autour de 15,4% du venture capital mondial. San Francisco, 15,4%. San José, ça doit être autour de 11%. Ça veut dire que San Francisco, San José, donc la Silicon Valley, qui est la définition stricte de la Silicon Valley, bon, on peut aller jusqu'à Berkeley, voilà, San Francisco, Berkeley, San José, capte 25% de tout le venture capital mondial. La France, 1,5. Point. Je veux dire, oui, je veux qu'il y ait une Silicon Valley en France. Oui, je refuse de faire du French bashing. Mais il faut d'abord nettoyer tous les gens qui sont dans l'illusion que c'est avec 1,5% du venture capital mondial que l'on va créer une Silicon Valley là où les Américains en ont 25. C'est clair. Et encore, tu dis New York, etc. Enfin, ouais, il y a... C'est incroyable. Et c'est pas pour rien que moi j'investis avec mon club, tu le sais peut-être, dans la Silicon Valley essentiellement. C'est-à-dire que je suis le seul en France à permettre à des Français particuliers d'investir dans la Silicon Valley. C'est là où sont les meilleurs projets. Et c'est un constat que j'ai fait il y a bien longtemps. Je suis assez d'accord avec toi. Malheureusement, parce que moi aussi j'aime beaucoup la France et on investit aussi un peu en France. On investit beaucoup dans la Silicon Valley. Alors je voudrais rebondir sur ton point des illusions. J'ai une question que j'ai préparée parce que je t'ai entendu, je sais plus si c'est sur YouTube ou une interview ou quoi, d'un truc qui m'a fasciné.
c'est le Live Dinner Principle. Alors je résume ce que c'est en un instant. Ouais. Le Live Dinner Principle, c'est quand le renard court après le lapin en général court plus vite parce que le lapin, lui, il court pour sa vie, alors que le renard, il court pour son repas. Et donc le renard, s'il n'a pas le lapin, il peut aller en choper un autre et il va pas mourir de faim instantanément, alors que le lapin, s'il se fait choper, c'est terminé. J'ai adoré ça, ça m'a paru vraiment fascinant. Moi, quand j'investis dans les startups, je fais toujours la distinction entre le nice to have et le must have. C'est-à-dire qu'il y a des startups qui te font un truc un peu sympa, tu vois, un distributeur de croquettes pour ton chien automatique pour quand t'es pas là, avec une petite vidéo où tu parles à ton chien. C'est un exemple, voilà. C'est un truc où c'est pas un must-have. Par contre, Amazon, Facebook, Google, aujourd'hui c'est difficile de s'en passer. Est-ce que comment tu penses que les startups peuvent s'inspirer du Live Dinner Principle? Est-ce que tu penses que c'est primordial? Est-ce que tu penses qu'on peut réussir sans? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est ce qu'a dit Bill Gates. Et là aussi, c'est une citation officielle, mais tu la retrouves dans Pirates of Silicon Valley. Bill Gates disait, tu dois rendre les gens dépendants. Enfin, il faut que ton client il ait besoin de toi, que sans toi, il est mort. Ça, c'est la situation compétitive idéale. Alors, Bill Gates en a mal joué. Par la suite, pas au début, il a fait fortune, mais je veux dire, il en a mal joué dans le sens où ça l'a mené droit à l'arrogance et à l'hubris qui l'a conduit à l'affaire antitrust bien méritée. Et cette affaire antitrust lui a fait beaucoup de bien, il faut quand même le dire. Il lui a fait beaucoup de bien, aussi bien à lui qu'à Microsoft, et à la Silicon Valley en général, même si Microsoft avait déjà quitté la vallée à cette époque. Mais il est essentiel, oui, de se concentrer sur des produits qui changent le monde. Bon, pour ça aussi, ça nécessite... Dire, je suis obligé de revenir sur cette mentalité du reste à ta place et du premier de la classe. Par exemple, en philosophie, j'ai eu beaucoup d'étudiants étrangers en France qui étaient choqués de voir la dissertation. La dissertation. Tu n'as pas pire vaccination de la philosophie que la dissertation. Tu veux apprendre à quelqu'un à aimer la philosophie, tu lui fais faire une disserte. C'est un truc cadré sur feuille à petits carreaux, c'est pourri. Je veux dire, tu n'auras pas ainsi parlé Zarathustra dans une dissertation. Ça te cadre. L'attitude premier de la classe réduit considérablement tes ambitions. Tu t'interdis des ambitions. Quand ta tête a internalisé la copie d'une dissertation. Parce que c'est ça qui arrive quand tu es sélectionné, tu as fait Sciences Po ou tu as fait Polytechnique, tu es sélectionné par tu as internalisé la copie d'examen. Elle est dans ta tête. Ta tête est devenue une copie d'examen. Quand tu as internalisé une copie d'examen, tu sais que être trop audacieux, c'est aussi être hors sujet. Quand tu as internalisé l'attitude du premier élève, du premier de la classe, eh ben, tu sais qu'il ne faut surtout pas trop prétendre. Il ne faut surtout pas être trop ambitieux. Du coup, tu fais des petits projets de merde. Et j'ai vu un cas particulier, mais qui m'a fasciné. Il y avait un chantre, pour pas dire un gigolo de la French Tech, dont le nom m'échappe, mais sur Twitter, qui avait fait une start-up de cadres connectés pour les personnes âgées. Et ce mec a reçu de l'argent public pour une start-up de cadres connectés pour les personnes âgées. Il y a l'iPad. Dans le must-have, le nice-to-have, un cadre connecté pour... D'accord. Ça, c'est typique d'un projet de start-up de premier de la classe. Ça ressemble à ça, un projet de start-up de premier de la classe. Vous avez vu? J'ai pas trop demandé. Oh non, disrupter, créer le monde de demain, changer la façon... Non. Regardez, là, en réponse au sujet, parce que c'est ça, en réponse au sujet, tu sais, tu te soumets déjà. Il y a un sujet, tu essaies de répondre. Bon, ça, c'est déjà un premier acte de soumission. Apple n'était pas en réponse au sujet. On va changer le monde, on va battre IBM, c'est des salauds, c'est Big Brother, on va créer un ordinateur que tout le monde pourra avoir, et pas seulement les milliardaires qui peuvent acheter des produits à plusieurs millions de dollars chez IBM. On va créer un ordinateur pour les masses, pour qu'ils puissent désintermédier IBM. Ah, ça c'est Steve Jobs. Et ça c'est l'entreprise la plus riche sur Terre aujourd'hui. Donc, par contre, je vais faire un cadre connecté pour les personnes âgées. Bon. French Tech, c'est ça. Ça ressemble à ça, la French Tech, dans son ensemble. C'est des petits projets qui ne cherchent surtout pas à changer le monde et qui essaient de rentrer dans la bonne case parce qu'ils sont portés de base par des gens. On n'a même pas besoin de leur créer une case. En réalité, il y en a une qui les attend. Mais on n'a même pas besoin parce que la case est déjà dans leur tête. Évidemment, les grandes sociétés qui ont changé le monde, et en respect du Live Dinner Principle, ce sont des sociétés qui ont connu une expérience de mort rapprochée. Apple, Google, Microsoft, même Facebook ont failli crever. Ce sont des boîtes qui ont failli crever. Tesla a failli crever. Et donc, elles ont failli crever, elles ont persisté. Et elles ont compris, justement, parce que c'est quand tu es à deux doigts de crever que tu comprends la différence entre le must-have et le nice-to-have. Twitter, c'était un pivot, comme tu le sais.
C'était un groupe qui avait une entreprise qui faisait un truc qui n'avait rien à voir. Et puis, au sein de Twitter, il y avait un micro-projet de microblogging. Et ils ont pivoté, ils ont tout mis là-dessus quand ils étaient à deux doigts de crever. L'iPod, c'était Apple qui était en train de crever, qui a décidé de se concentrer sur l'iPod parce qu'eux aimaient la musique aussi. Alors que pareil, l'iPod sur le papier, tu prendrais un mec sorti d'HEC, il n'aurait jamais fait l'iPod, jamais. Un polytechnicien n'aurait jamais fait l'iPod, en aucun cas, parce que stratégiquement, l'iPod, c'était on va faire un lecteur MP3 à 369,90 $, alors que les Chinois en sortent à 7,90 $, qu'il n'y a plus de marge, et que même Sony, qui est le leader mondial des baladeurs, est sorti du marché. Ah oui, un mec qui a bien fait ses devoirs, comme pour ça aussi que, première chose que je dis toujours dans les startups, ne vous concentrez pas trop sur l'étude de marché, c'est du flan l'étude de marché. Et Steve Jobs le disait très bien. Pardon? Il m'aurait demandé un cheval plus rapide, exactement. Et Steve Jobs le dit aussi très très bien. Il dit, mais si tu fais cocher des cases aux gens pour leur demander, voulez-vous d'un ordinateur personnel, ils vont te dire, mais computer, c'est fait pour computer, j'en veux pas, moi, c'est pour la NASA, ça, j'y connais rien. Il n'y avait pas d'écran à l'époque, il n'y avait pas de souris, il n'y avait pas d'interface graphique. L'ordinateur, fallait avoir des connaissances techniques énormes pour pouvoir l'approcher. On n'avait pas beaucoup progressé en termes d'interface de la bombe cryptographique des Polonais que Turing avait copié jusqu'à IBM. Donc, vendre l'ordinateur personnel à tout le monde, ça nécessitait de le mettre sous les yeux. Et toutes les études de marché avaient dit que ça échouerait, avaient dit le PC, ça ne marchera jamais, le smartphone, l'iPod d'abord, ça ne marchera jamais, l'iPhone ne marchera jamais, l'iPad ne marchera jamais, l'Apple Watch ne marchera jamais. Apple vend plus de montres aujourd'hui que toute la Suisse, toute la Confédération helvétique vend moins de montres que Apple. Donc, ça ne marchera jamais. Bon. Et systématiquement, quand tu mets un polytechnicien, quand tu mets un HEC, quand tu mets un Sciences Po, je ne dis pas que si vous avez fait ces écoles, c'est pas grave, personne n'est parfait. Mais n'utilisez pas la mentalité qu'elles vous ont inculquée pour votre start-up. D'ailleurs, Elon Musk le dira très bien. Il a fait la Wharton, il a fait un MBA, et leur MBA, c'est très cool si tu veux prendre les rênes, les commandes d'une boîte qui existe déjà. Et pour créer une start-up, un MBA, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas prendre ce que tu as appris à un MBA pour créer une start-up. C'est si tu ne fais un MBA que pour rentrer dans une grosse boîte internationale qui existe déjà. Là, les commandes, tu y seras préparé par un MBA. Et c'est aussi hyper rassurant parce que je pense qu'en France, on a aussi un complexe sur l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, mais moi, j'ai pas fait de études, cette donc je peux pas y arriver. Passe ton bac d'abord, voilà, mais est-ce que je suis légitime pour créer une start-up alors que, parce que tu vois, tu as l'autre effet qui se coule, c'est que quand tu crées une start-up, par exemple, Steve Jobs n'était pas du tout légitime pour parler d'informatique au sens académique. Pas du tout. Ben, ça ne l'a pas empêché d'impressionner tous les gens de Berkeley. Quand il allait au Homebrew Computer Club avec Steve Wozniak à Berkeley, il les impressionnait considérablement alors qu'il ne savait même pas programmer, qu'il n'était pas informaticien. Ça, c'est l'autre hydre, c'est l'autre dragon, c'est l'autre monstre ou démon qu'il va falloir décapiter en France. C'est que dès qu'un start-upper veut communiquer sur son projet, eh bien, il y a tout un tas d'universitaires et d'académiques qui n'ont jamais pris le moindre risque de leur vie et qui, eux, n'ont pas la moindre légitimité pour parler d'entreprise et parler de start-up, qui vont lui sauter dessus en disant « tu n'as pas de légitimité pour parler de ma science ». Waf, c'est le chien. Le chien, il est là sur son territoire. Mordre. Je vais te gueuler dessus parce que c'est mon territoire. Et ça nique les startups françaises. Parce que du coup, tu ne peux pas avoir de communication excitante. Je vais prendre un cas d'une entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Cylance. Cylance est une entreprise de cybersécurité américaine qui a été rachetée par BlackBerry. Et Cylance était une licorne d'intelligence artificielle. Il pesait donc plus d'1 milliard. Et elle a été créée par Stuart McClure, un des potes de Barnaby Jack, un des plus grands hackers de l'époque. Et la France n'a aucune licorne d'intelligence artificielle. Ça, rapport Villani peut noircir des pages à s'en péter les phalanges. La France n'aura pas de licorne en intelligence artificielle. Point. Tant qu'elle aura ces deux monstres de mentalité dont j'ai parlé. Le reste à ta place, et en particulier le t'es pas légitime pour en parler. Et pour parler de Cylance, il est vrai qu'ils avaient dopé leur communication sur la dimension IA. Ils disaient on est un antivirus par IA. C'était un peu exagéré. Il y avait de la reconnaissance de forme statistique, des chaînes de Markov. Oui, si on voulait sodomiser les lépidoptères sans vaseline, ce qu'adore faire une fraction significative de l'universitariat français, eh bien oui, c'est vrai, les chaînes de Markov, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle? Oui, ok,
chers collègues, oui, très bien, Shapiro 2007 a-t-il dit ça, et puis Smith 89 a-t-il dit ça. Bon, ok, mais tu ne créeras pas d'emploi avec ça, triple buse. Et les gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont en banlieue, et qui ont un putain de bac+5 et qui sont chômeurs, ils aimeraient bien que tu fermes ta gueule pour laisser les startups émerger. 5 minutes. Si aux États-Unis, Silence a pu émerger, c'est précisément parce que tout l'universitariat a fermé sa gueule quand il disait ça. Quand il disait, oui, on est un antivirus basé sur l'intelligence artificielle. L'universitariat américain l'a bouclé. Et du coup, cette boîte a pu mettre le feu à ses clients et à ses actionnaires, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on s'en branlait que les chaînes de Markov soient de la vraie IA ou pas? Leur antivirus était factuellement meilleur que la compétition, ça c'est vrai. Ça, c'était pas de la triche. Leur antivirus était factuellement meilleur pour le endpoint que la compétition. Point. Et après, oui, pour vendre cet antivirus à des Microsoft ou des BlackBerry, donc on finit par acheter toute la boîte, ben, fallait leur dire IA, 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 parce que c'était ça le truc à la mode. Et oui, il n'y avait aucune honte à communiquer là-dessus. Comme il n'y avait aucune honte à ce que Steve Jobs parle d'informatique alors qu'il n'avait pas fait 2 grammes de programmation. Mais aux États-Unis, l'universitariat va les encourager. En France, l'universitariat, qui n'est rien de plus qu'une sorte de patronat au rabais du monde intellectuel, eh bien, va dire ah non non regardez c'est pas du tout sérieux cette boîte là, donc ils vont détruire l'emploi ces trous du cul, et du coup bah qui s'étonne pas après qu'il y ait un taux de chômage aussi élevé. Ces fameux complexes des Français qui se font rabaisser, etc. Alors Oui. pour ton information, ça va te faire hyper plaisir parce que tu dis qu'on n'a pas de licorne française sur l'intelligence artificielle depuis la semaine dernière. Il y a une boîte française qui s'appelle Dataiku, dont tu as peut-être entendu parler, qui est devenue une licorne. Ils sont spécialisés. Alors ils sont à Paris et il y a Google qui vient d'investir sur une valo qui est en fait une licorne. Donc ça y est, c'est tout nouveau. Putain, ça fait plaisir. Voilà. Ça, et tu vois, c'est pas Quant. Je n'ai pas vu de com autour d'eux là, en mode voilà, regardez, c'est le machin à la française. Tu as eu d'excellents projets français, Criteo, Blablacar. Ils ont avancé sous le radar, ces mecs. D'ailleurs, bon, bah, Criteo, ils se sont mis en bourse au Nasdaq, évidemment. Ils n'ont pas été assez fêlés pour faire une IPO sur la place de Paris. Je veux dire, au bout d'un moment, il ne faut pas être con non plus. Tu avais une belle start-up, je regrette considérablement qu'elle soit dans la merde aujourd'hui. C'était Deinov. Très beau projet, Deinov. Une start-up biotechnologique française basée sur Deinococcus radiodurans, qui est une super bactérie qui résiste aux radiations, qui peut reconstituer son génome, etc. Et Deinov, bon, malheureusement, alors, je ne vais pas tirer sur les ambulances, mais t'imagines même pas qui ils avaient mis à leur conseil scientifique. Frédéric Dardel, le baron de l'affaire du charnier de Paris-Descartes, le type qui a dirigé la revente, qui a présidé à la revente de cadavres donnés à la science pour faire des crash tests à Paris-Descartes. Ce type était au conseil scientifique et au board de Deinov. Bon, bah, quand tu t'entoures, et j'en reviens à ce que j'avais dit, choisissez bien vos associés. Choisissez bien qui vous faites rentrer. Steve Jobs avait la réputation d'être un sale con parce qu'il était intraitable sur qui il laissait rentrer à Apple. Intraitable. Et la pire connerie qu'il a faite, c'est justement de faire rentrer Scully, l'ancien PDG de Pepsi. En faisant rentrer Scully, c'était justement parce qu'il a fait rentrer la mauvaise personne, parce que Steve Jobs avait un complexe d'infériorité et qu'il voulait montrer aux autres qu'il était capable de donner des ordres à un mec aussi prestigieux que Scully. Il n'était pas content d'ailleurs que Scully rentre. Il avait dit vous allez ce mec est un vendeur d'eau sucrée. La fameuse. Ouais, il avait dit qu'est-ce que tu vas vouloir dire à tes gosses toute ta vie, enfin à tes gosses dans 10 ans, que tu as vendu de l'eau sucrée toute ta vie ou que tu as changé le monde avec moi. Ouais. Et ça c'est vrai. Bon, mais c'était narcissique et ça fait partie du complexe d'infériorité de Steve Jobs, enfant abandonné, etc. De vouloir montrer à ses pairs, d'avoir encore une nécessité de montrer à ses pairs qu'il était capable de se payer des mecs comme Scully, et ça a juste détruit Apple. Bon, voilà. Comme il a sauvé Apple derrière, bon, ça l'a renforcé. Mais donc bravo pour cette start-up en intelligence artificielle à Paris, et j'aimerais qu'il pourrait y en avoir mais tellement d'autres. Je regardais, tu sais, ce matin, juste avant cette interview, je regardais sur YouTube je crois que ça s'appelle Real Life Lore, la chaîne YouTube, et le titre c'était « Pourquoi la France a une géographie parfaite ?» Parce que c'est une chaîne qui te montre les problèmes géographiques des différents pays. Donc genre, le problème géographique de l'Iran, c'est de la montagne partout, etc. Le problème géographique de la Russie, le problème géographique de l'Inde, et la Grèce. Et là, c'était « La France a une géographie parfaite ». La France a une géographie parfaite. Mais voilà, la France, je ne sais plus qui a dit, les Français sont des gens qui vivent au paradis et qui sont convaincus de vivre en enfer.
Et du coup, ils créent l'enfer eux-mêmes. Ils créent l'enfer. C'est aussi pour ça en France que tu as autant de gens qui doutent d'ailleurs du pouvoir, du pouvoir du mental. Qu'on peut se faire un paradis si on s'en convainc mentalement. Si tous les matins, quand on se lève, on se dit « je suis au paradis », on peut être dans une situation difficile et survivre précisément parce qu'on s'est donné le mental de voir même la larme de positif qui existe dans notre situation. Et ça, pour un entrepreneur, c'est vital. Alors que, bon, justement, dans le monde académique, la larme négative, on te mettra le nez dessus en permanence et on essaiera de transformer ton monde, de faire en sorte qu'une larme négative, ça soit tout ton monde. Et c'est pour ça, encore une fois, que les startups ne peuvent pas émerger dans des conditions pareilles. Mais la France a des avantages extraordinaires. Ouais, et pourtant, les Français, effectivement, sont hyper négatifs. Les Français sont les pros le French bashing. Il y a plus de French bashing en France qu'à l'étranger. Les Français sont persuadés que tout va mal. Il ne faut pas bâcher, il faut juste diagnostiquer, il faut soigner. C'est du French curing qu'il faut faire. Il faut soigner la France. Il faut la soigner de ces gangrènes mentales qu'elle s'est installée. Nous, on va faire du French positif. J'avais une dernière question pour toi, Idriss, sur laquelle j'aimerais beaucoup t'entendre. Tu es, je crois, dis-moi si je me trompe, tu es, je crois, un grand fan de Nassim Nicolas Taleb. Ah oui, fan absolu. Nassim Nicolas Taleb, il a tout compris. Voilà, je te vois le retweeter souvent sur Twitter et je suis moi aussi, donc on a ça en commun. Un énorme fan de Nassim Nicolas Taleb et donc ces 3 ouvrages, Black Swan, Le Signe Noir, Antifragile et puis le dernier, Skin in the Game en français. Et puis tu avais aussi donc Fooled by Randomness avant Black Swan. Ah d'accord, celui-là je l'ai pas lu. C'est la collection Inserto, je recommande vraiment à tous. Alors moi aussi je vous recommande évidemment Nassim Nicolas Taleb si vous l'avez pas lu, c'est extraordinaire. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est d'abord, enfin, je trouve que les 3 livres, évidemment, se suivent, il y a une suite logique, et les 3 livres, pour moi, ramènent au même point, c'est que donc, Le Signe Noir, l'événement improbable qui va changer le monde, Antifragile, comment non seulement résister au chaos, mais même grandir et profiter du chaos, et puis Skin in the Game, jouer sa peau, vraiment mettre mettre son cul sur la ligne, hein, si tu me pardonnes l'expression. Oui, moi, quand j'ai investi dans mes premières boîtes, j'ai toujours mis mon propre argent. Je suis pas allé. La seule fois où j'ai pas mis mon propre argent, en plus j'avais toujours mis majoritairement mon propre argent dans toutes mes boîtes. Majoritairement dans toutes mes boîtes, c'était plus que 75% qui venait de mon propre argent et de mes propres finances. La seule fois où j'ai mis des obligations, c'était quand j'ai pris une associée complètement incompétente qui n'y connaissait rien en start-up en Silicon Valley, elle n'était même pas capable de valoriser la boîte. Une fois devant des investisseurs, c'était tragique. Enfin, elle a complètement perdu ses moyens. On était à un pitch meeting et puis les gens sortent. Elle valorisait la boîte, tu sais, comme une épicerie, comme une charcutier traiteur, quoi. Donc elle arrive devant des investisseurs en leur disant oui, vous prendrez 80%. Si je fais le calcul, règle de 3, avec l'argent que vous voulez mettre, là, vous prenez 80% de la boîte. Bon. Et c'est la seule fois où j'ai eu un vrai gros échec. Toujours pareil, faire rentrer les mauvaises personnes dans le club et du coup faire ta levée de fonds au mauvais moment avec les mauvaises personnes pour gérer l'argent. Mais skin in the game, c'est donc ton propre blé. J'ai toujours mis mon propre blé. Et j'ai toujours mis mon cul sur la ligne, absolument. Et un gars, tu ne peux prendre aucune leçon d'un gars qui n'a pas de skin in the game. Et c'est ce que dit Nassim Nicolas Taleb. Il dit hey, tu vois un mec qui te parle, qui te donne des conseils, demande-lui quel est son skin in the game. S'il échoue, qu'est-ce qui se passe? Le rapport Villani, 0. Point. Skin in the game, 0. Si rendre le rapport, c'est déjà récompensé. Donc, s'il y a des erreurs dans ce rapport, s'il a dit des conneries, Terry, quand il a dit qu'Internet n'avait pas d'avenir commercial, tu crois qu'il a payé pour ça? Tu crois qu'il a eu des conséquences? C'est la France qui a payé. C'est la France. C'est des gens de ma génération qui se sont retrouvés avec du 10% de chômage, du 20% de chômage dans certaines banlieues à cause d'abrutis comme lui. Donc, ils n'ont pas de skin in the game du tout. C'est ça la réalité. Et on est gouverné par des gens qui n'ont pas de skin in the game. Anne Lauvergeon chez Areva. Elle devrait être en tôle, cette nana. Elle a détruit un fleuron de l'État. C'était un truc, le leader mondial du nucléaire, c'était une machine à cash, c'était brillant. Tu la mets aux manettes 2 secondes, elle sort avec un parachute doré. Sa carrière augmente grâce à ça. Elle a plus d'argent derrière après qu'elle ait coulé cette boîte. Le seul moyen de savoir si un politique est sérieux, regarde son skin in the game. Regarde son skin in the game. Et effectivement, Taleb a dégommé dernièrement les grands paparazzi du QI en France. Il y en a beaucoup. Le plus grand chantre du QI en France, c'est Franck Ramu. Nassim Nicolas Taleb l'a dégommé. Moi, j'étais aux premières loges, j'avais sorti le popcorn. Je vois Taleb, il regarde, il jette 2 secondes sur un article de Ramu, il fait ce mec sait pas ce que c'est qu'une corrélation. Il sait pas de quoi il parle. Bah oui, il n'est pas probabiliste en même temps. Bon.
Alors, j'avais un pote, je ne vais pas le citer, mais qui me dit, mais tu sais, Ramu, il a fait Polytechnique. Quoi. Et enfin, tu as en face de toi un expert mondial des mathématiques financières qui enseigne à l'université de New York les mathématiques financières, et tu as un type qui, à une époque, a eu peut-être le niveau master, et encore, il faut bien savoir qu'à l'époque, le diplôme de Polytechnique était reconnu à l'équivalence licence aux États-Unis. À l'époque où, en tout cas, Rami passait ce diplôme-là. Et tu penses que ce type-là, parce qu'il a un niveau licence à Polytechnique, il peut vraiment donner des leçons de probabilité à un expert international des mathématiques financières. Donc oui, Taleb, il est détesté par beaucoup de gens. Je te donne l'exemple, j'ai cité dans une interview vidéo, tu avais Stéphane Molineux. Alors, Franck Ramus, c'est le Stéphane Molineux français. Mais bon, Stéphane Molineux est quand même, là je vais quand même le dire clairement, bien plus une raclure que Franck Ramus. Franck Ramus, c'est un petit joueur. Mais Stéphane Molineux, il écrit sur Twitter, c'est ordure, pardon, j'ai pas de mots assez durs pour ce que ce type a écrit. Il dit, vous savez, si on avait vu que le QI national irakien était aussi bas, eh ben on aurait tout de suite compris qu'ils n'avaient pas le niveau pour installer une république jeffersonienne. Quoi que ça puisse dire d'ailleurs. Définis-moi une république jeffersonienne, espèce de débile. Et du coup, on n'aurait pas perdu notre temps à aller essayer d'installer. Alors bon, la concentration de conneries dans cette phrase. Alors, Taleb l'a dégommé, mais dégommé. Il a dit, hey, Stéphane, écoute-moi, viens là, regarde-moi quand je te parle. Les Sumériens ont inventé l'écriture, l'agriculture contemporaine, l'irrigation, l'astronomie, la chimie, la métallurgie, espèce de con. Bagdad, la capitale de l'Irak, a inventé l'algorithmique, l'algèbre et la trigonométrie au plus haut niveau au Moyen-Âge. Et toi, tu parles de leur QI national. Ouais, alors que le mec est né dans un trou du cul. Mais exactement. Donc, et ça, c'est Taleb. Alors oui, quand tu dis ces quatre vérités à un obscur académicard complètement foireux qui ne sait pas de quoi il parle, tu te fais pas aimer. Mais il fallait le dire. Et moi, j'adore Taleb pour ça. Parce que Taleb, il arrive, il dit, hé, gamin, moi, j'en ai rien à foutre. Je vais t'expliquer ce que c'est que la vérité. Bah, je me rappelle, j'avais eu une discussion avec Ramu quand j'étais à Normal Sud. Il m'avait sorti une fois, tu sais, les mathématiques, c'est pas une science. Comment ça, c'est? Pardon? Oui, c'est pas une science expérimentale. Tu peux dire ce que tu veux en maths, tu peux pas dire ce que tu veux. Tu as des axiomes et des conséquences logiques. Oui, mais c'est pas expérimental. La vraie science, c'est quand c'est expérimental. Okay, donc les maths, c'est pas une science. Bon. Des mecs comme Taleb, ils arrivent, ils disent allez, la récréation est finie. C'est pas parce que tu as un poste, c'est pas parce qu'il y a un type au-dessus de toi qui a dit que tu étais un bon chien-chien que tu as raison. Il va falloir qu'on te dise un petit peu ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. En politique, ne prenez jamais de leçons de quelqu'un qui n'a pas de cicatrice. Patemata, matemata. L'apprentissage par l'erreur aussi. Patemata, ça veut dire la douleur, mais pas dans le sens où on l'entendrait. Et en l'occurrence, ne prenez pas de leçons de quelqu'un qui n'a pas de skin in the game. D'ailleurs, pour expliquer l'importance du skin in the game, même sur l'intelligence, si je te demande demain de lire en détail, de faire un rapport sur le dossier de sécurité de l'Airbus A380, bah, tu ne vas pas le faire parce que tu t'en contrefous. Si demain, par contre, tu as des actions Airbus, la probabilité que tu le fasses augmente. Et si tu le fais, si vraiment je te mets dans une condition où tu dois le faire de toute façon, le fait que tu aies des actions Airbus va augmenter ta concentration. On pourra le mesurer, il y aura un impact sur ta pénétration du dossier parce que tu as des actions. Maintenant, si en plus, je te dis, tu es sur le premier vol pilote, là, de première attention, tu vas être dessus, ah ben là, je peux t'assurer que tu seras au max. Parce que skin in the game, parce que tu joues ta peau, parce que si je te demande juste de lire le rapport des systèmes de sécurité d'Airbus par devoir scolaire, tu joues pas ta peau, fou. Si je te demande de le faire et que tu as des actions, tu joues un peu un morceau de ta retraite, un morceau de ton épargne. Si jamais je te dis que tu vas être sur le premier vol pilote demain, bah tu joues ton cul. Et il n'y a que ça qui fait que tu vas donner toute ton attention et tout ton temps au dossier. Et les politiciens, aujourd'hui, et ça, Taleb en parle très bien, il dit, un autre aspect de la bureaucratie, c'est quand tu mets un maximum de distance entre celui qui prend la décision et celui qui en subit les conséquences. Donc, quand tu as Terry qui nique l'emploi en France, il n'en subit pas les conséquences. Ouais, c'est clair.
Alors, dans ces trois, je suis complètement d'accord avec toi et jouer sa peau, c'est voilà. Et c'est vrai que les liens avec la politique sont infinis parce que les politiciens décident, nous gouvernent et jouent pas leur peau. Bon, ça, c'est évident. Et C'est une boussole, voilà, boussole, qui que vous soyez, regardez. J'avais fait une conférence avec Bruno Le Maire une fois, et je le voyais, alors vraiment la démagogie pure. Une fois, il dit, moi j'essayais d'expliquer pourquoi il fallait comprendre le phénomène du terrorisme en France, qui est un phénomène grave, comprendre d'où il venait, comprendre comment il se formait pour pouvoir l'éradiquer. Et Bruno Le Maire, il dit, alors c'est comme a très bien dit à son supérieur Trump, en disant c'est la pire non-réponse que j'ai jamais, c'est la meilleure non-réponse que j'ai jamais entendue. Bah, pareil, Le Maire qui a été à bonne école et qui est le N-2 de Macron, pareil, fait une non-réponse, puis il termine en disant moi les terroristes, je les combats. Bon. Et alors là, toute la salle applaudit parce que la majorité des gens sont tout de même des gros moutons qui aiment bien réagir à ce genre de discours. Mais là, politiquement, regarde-le. Oui, en quoi? C'est quoi ton skin in the game dans la lutte contre le terrorisme? T'as fait quoi? À quel moment t'as mis ton cul sur la ligne pour lutter contre le terrorisme? À quel moment tu as pris des risques? À quel moment tu t'es engagé personnellement sur ton nom propre, ton honneur d'homme, à lutter contre le terrorisme? À quel moment ça n'a pas été, comme disent les Marseillais, que des paroles verbales? Eh bien, c'est ça, la boussole. Un peuple qui n'a pas cette boussole est analphabète politiquement. Un peuple qui n'a pas cette boussole du skin in the game, de voir à quel point, dans quelle mesure un politicien, un preneur de décision joue sa peau, dans quelle mesure un preneur de décision, ce qu'il recommande de faire, ça l'impacte lui. Et s'il vous dit de le faire vous, mais ça va l'impacter lui aussi, et dans la même mesure que ça vous impactera vous, eh bien, il n'y a que comme ça qu'on peut voir si un politicien est sérieux ou pas. Tout politicien qui se cache du skin in the game est un guignol, et tout peuple qui donne sa voix et qui donne de l'autorité à un politicien qui n'a pas de skin in the game mérite d'être dirigé par un guignol. Ouais, c'est bon. Alors, enfin, c'est vrai que malheureusement, les options en politique sont rarement. Enfin, on n'a pas toujours les candidats qu'on mérite. Mais encore une fois, c'est pareil. Un autre débat. Je voulais t'interroger sur celui qui, moi, de la série, m'a le plus marqué. Et c'est Antifragile, c'est celui du milieu. Et donc, Antifragile, c'est vraiment puissant comme idée, c'est de dire on vit dans un monde chaotique, c'est assez évident. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de niveaux de complexité, etc. Et il y a des façons, finalement, de ne pas trop subir ce chaos et même d'en profiter. Et en fait, moi, avec mon regard d'entrepreneur, ce que j'en tire de ce bouquin, c'est 100% entrepreneuriat. En tant qu'investisseur, je me dis, on va entreprendre et investir sur des boîtes qui, en cas de chaos, vont réussir. Et l'apparition d'Internet, et en fait, bien sûr, l'antifragilité, c'est relié au signe noir. C'est-à-dire que le chaos, il vient du fait qu'il y ait des signes noirs qui apparaissent. L'antifragilité, c'est relié à ce qu'on appelle les distributions fat-tailed. Donc fat-tailed, c'est le contraire de ce qu'on apprend à l'école. À l'école, on apprend la gaussienne, on essaie de tout recentrer sur une gaussienne, qui n'est pas une distribution fat-tailed. Bon, mais une distribution fat-tailed, donc, c'est une distribution où les événements très éloignés de la moyenne, très excentriques, c'est le terme que je cherchais. Une distribution fat-tailed est une distribution où les événements excentriques ont une probabilité significative de se réaliser, c'est-à-dire d'où le signe noir. Un signe noir, avant la découverte de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ça n'existait pas, donc on considérait que ça ne pouvait pas exister. Puis quand ça se produit, c'est un événement excentrique, puisque la plupart des signes ne sont pas noirs, et il se produit quand même. C'est ça la définition statistique d'un signe noir. Et un signe noir, c'est une occurrence d'une distribution fat-tailed. Donc c'est un événement excentrique qui est très éloigné de la moyenne, mais sa probabilité d'arriver est suffisamment grande pour qu'il arrive. D'ailleurs, il ne manquera pas d'arriver, c'est ce que démontre Taleb. Et effectivement, ces signes noirs, ces distributions fat-tailed, on peut en profiter. Alors, on ne parle pas de distribution fat-tailed à tous les mecs du QI, etc. Là, ils n'ont pas le niveau probabilistique et statistique pour ça. Mais tous les gens qui norment, qui jugent les startups, qui les cadrent, qui leur donnent des bons points, la distribution fat-tailed et la note, ça va juste pas ensemble. C'est des trucs qui ne vont pas ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que les agences de notation, pour parler de notes un peu sérieuses, les agences de notation continuent à lâcher des AAA à Lehman Brothers peu de temps avant sa chute, parce que la note et la distribution fat-tailed, c'est opposé. Pour faire une note, il faut une gaussienne. Donc, quand tu as une distribution fat-tailed, tu sors de la note. C'est une des énièmes raisons pour lesquelles aussi Taleb critique le Q. Mais donc oui, on peut profiter. Alors, on sait, les experts en système complexe savent que l'innovation maximale se fait au bord du chaos. L'innovation maximale se fait au bord du chaos. L'intelligence maximale se fait au bord du chaos. Et on le sait en intelligence artificielle.
On voit surtout les vieux modèles, le verre de spin, les modèles d'Ising, etc. Les boîtes à état, enfin, le Kaufman, un des plus grands, Stuart Kaufman, un des plus grands experts en complexité, en théorie de la complexité. Marc Alevi, bien entendu, qui a été élève de Prigogine, rien que ça. Eh bien, savent, il s'est démontré que l'adaptation maximale se fait au bord du chaos. Et on le voit dans l'évolution. Donc, les entreprises, les startups, c'est ça. C'est au bord du chaos qu'elles sont les plus créatives. Et elles doivent ensuite se ménager un chaos interne, un critère de robustesse interne. C'est ce qu'on voit dans ces fameuses fourmilières où il y a des fourmis qui empêchent les travailleuses de travailler. On a des fourmis qui bloquent. Elles sont à une petite proportion. Je ne veux dire pas comme en France. Mais elles bloquent comme ça les fourmis qui vont d'un point A à un point B. Et on se rend compte que quand on enlève ces fourmis qui font obstacle, la fourmilière s'effondre. Parce qu'elles rendaient la fourmilière antifragile. Elles entraînaient les fourmis de l'intérieur à gérer les obstacles et à gérer le chaos. On a vu de la même manière, je crois que c'était au parc de Yellowstone, que quand on essayait d'empêcher les petits incendies d'apparaître, eh bien, certes, on n'avait pas d'incendie pendant 10 ans, mais à la 10e année, on avait The Big One, où d'un coup, toute la matière inflammable qui s'était accumulée dans une tourbière ou autre, que sais-je, eh bien, se retrouvait accumulée précisément parce qu'elle n'avait pas été consommée année après année par les micro-incendies. Et du coup, on avait le gros incendie, c'est ce qu'on appelle l'hormèse, ou le critère hormétique. C'est-à-dire que de petites perturbations peuvent renforcer le système et le préparer à la grosse perturbation qui fera très mal. Ou même empêcher la grosse perturbation qui fera très mal d'arriver. Or aujourd'hui, la gestion financière de l'Union européenne, la gestion financière de la crise de 2007, dont on n'est jamais réellement sorti, il faut bien le savoir, on est aujourd'hui dans se préparer de la même façon que tu as eu une première guerre mondiale et une deuxième guerre mondiale. On a eu la première crise du 21e siècle, on va avoir la deuxième dans très peu de temps, il suffit de regarder le cours en bourse des banques pour s'en convaincre. Eh bien, c'est aussi parce que les mesures qu'on a prises, aussi bien à la BCE que dans les gouvernements en général, n'étaient absolument pas en faveur de l'antifragilité, n'étaient absolument pas en faveur de l'usage du chaos ambiant pour renforcer les structures saines. On a laissé, comme le dit très bien Charles Gave, des entreprises zombies, on a laissé des organisations zombies exister. Tiens, Quant est un exemple de ça. Quant est une entreprise zombie. C'est un truc qui n'aurait pas dans la concurrence libre et non faussée. Ça ne pouvait pas survivre, ça. Et du coup, on a créé des faux prix, des faux. Ça a percolé dans un système. Et du coup, on voit aujourd'hui une gangrène de la confiance. Quand tout est faux, quand les prix sont faux, quand la confiance entre les banques est fausse, la confiance des gens entre eux est fausse, le vivre ensemble est affecté. Les gens ne se font plus confiance, ils ne font plus confiance à leurs organisations, à leurs institutions, à leurs figures d'autorité. Et leur figure de sûreté publique. Et c'est, de la même façon que quand on a mangé quelque chose de dégueulasse, on peut faire une crise d'urticaire, la crise actuelle en France, les gilets jaunes, etc., est une crise d'urticaire du système qui est légitime, qui est normale, par laquelle le corps se défend, parce que la confiance a été détruite par des manipulations, des délits d'initiés du capitalisme de connivence, et des manipulations donc, de taux, on le voit sur le Libor, toutes ces histoires-là, qui sont exactement ce contre quoi Nassim Nicolas Taleb nous mettait en garde. C'est pour ça que je considère qu'avec Gunther Pauli, c'est un des plus grands penseurs de l'époque actuelle. Je suis assez d'accord. Est-ce que, pour terminer sur Nassim Nicolas Taleb, et pour terminer tout court, comment un entrepreneur aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde, qu'il ait sa boîte ou pas, quelqu'un qui nous regarde et qui est arrivé jusque-là, déjà qui nous a écouté pendant tout ce temps, c'est qu'il est hyper motivé et intéressé par ce que tu racontes, et il y a bien sûr de quoi. Quel conseil, comment il pourrait s'inspirer de Nassim Nicolas Taleb pour monter sa boîte, pour réussir, pour profiter de son antifragilité à un niveau plus perso, entrepreneur, etc., et moins au niveau, tu vois, du gouvernement européen, parce que c'est vrai qu'un particulier, malheureusement, peut pas agir là-dessus, même si ça changera peut-être. Comment, voilà, très concrètement, il peut s'inspirer de ça, du modèle antifragile, pour lui, pour profiter de ce chaos et de cette crise d'urticaire française qu'on a en ce moment. Alors, il faut qu'il apprenne ce proverbe soufi qui dit « Apprends des frelons par les gens qu'ils ont piqués ». Essaie de tout connaître des frelons sans jamais qu'ils te piquent toi, mais en prenant les témoignages et l'expérience des gens qui ont été piqués par des frelons. Cette patémata matémata, moi par exemple, j'ai été piqué par un frelon, j'ai mal choisi mes associés. Ça m'a fait perdre des centaines de milliers d'euros. Bon. Mais j'ai appris. Cette leçon valait bien un fromage. Voilà, ne faites pas la même erreur. Et ça, c'est quelque chose que Taleb souligne. Il dit, regardez les gens qui ont mis leur cul
en ligne, qui ont eu du skin in the game, qui ont joué leur peau, étudiez-les, regardez comment ils se sont débrouillés dans des situations comparables, parce que oui, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye, et donc il y a eu des situations comparables à la situation actuelle, dans plein d'événements dans les 30, 40, même ne serait-ce que 30, 40 dernières années, mais au-delà de ça, oui, 100, 200 ans. Apprenez des frelons par les gens qui les ont piqués. Et c'est ça qu'il faut faire, donc c'est ce que recommande vivement Taleb. Bon, soit vous avez les moyens de vous prendre une balle ou deux, faites-le, allez-y, lancez-vous. Vous allez avoir un échec ou deux, parce que de toute façon, personne ne réussit du premier coup, mais ces échecs vont fournir l'assise ultra solide qui fait que vous serez le dernier debout, parce que dans la Silicon Valley, ou en tout cas dans les valeurs technologiques, c'est le dernier debout qui gagne. Il faut bien comprendre ça, c'est pas le plus légitime, c'est pas le plus bon point, c'est pas le plus Madame la maîtresse, est-ce que j'ai bien fait mes doigts, c'est le dernier debout. Point. C'est winner take all. T'es encore debout, t'as le marché, c'est terminé. Dire MySpace, ils étaient là avant Facebook, ils étaient plus légitimes. Bon, c'est Facebook qui a tout pris, c'était le dernier debout. Et ça, dans les valeurs technologiques, ça pardonne pas. C'est quelque chose, c'est un combat à mort. Et alors on peut cohabiter, c'est dit, il faut rester réaliste, IBM est encore en vie. Mais IBM n'est pas là sur le PC. Voilà, le marché du PC, IBM n'y est plus, a plus. Donc ça, c'est les leçons à retenir. Soit vous vous lancez, vous allez faire vos échecs vous-même, et en conséquence de quoi, vous aurez les moyens d'apprendre, de perdre de l'argent, vous aurez les moyens de perdre, mais étudiez des gens comme Jack Ma. Ne payez pas Jack Ma, il a payé pour devenir milliardaire. Il a payé en échec. Jack Ma, le mec, attends, il a été jeté de partout, il a été jeté de KFC. J'aurais bien voulu voir un académicard à bas de plafond dire ce qu'il pensait de Jack Ma. Aujourd'hui, Jack Ma investit plus dans l'intelligence artificielle que tout le CNRS et tout l'ENRIA en France. Donc, apprenez de ces gens-là, étudiez leur cas, regardez les décisions qu'ils ont faites, lisez la biographie de Musk, lisez la biographie de Jobs, lisez la biographie de Lucky Luciano. Tu veux être entrepreneur, lis la biographie de Lucky Luciano, tu vas beaucoup apprendre. D'ailleurs, c'est ce que Taleb appelle la sagesse de Fat Tony. Fat Tony, le mafieux, quoi, le mec de la rue. La sagesse de Fat Tony, tu l'apprends dans la biographie de Lucky Luciano. Voilà. Et ça peut valoir le coup de l'apprendre avec le besoin d'en connaître dont on parlait au départ, le besoin d'en connaître dans le sens philosophique plus large, qui est apprends quand on a le besoin, mange quand tu as faim, ne mange pas de la connaissance quand tu n'as pas faim pour cette connaissance, sinon tu vas la vomir. Moi, je me rappelle à peine d'un ou deux livres que j'ai lus pour le bac de français, et pourtant j'ai une thèse de littérature comparée à l'université de Strasbourg. Eh bien, c'est parce que ces livres-là, je m'en souviens par contre, parce que je les aimais, et je savais pourquoi je les lisais. Mais les bouquins que j'ai lus pour le bac de français, oui, je me rappelle un ou deux, même pas. Donc, alors que j'en ai, je crois, 30 au programme, ou 25. Donc, tu dois en lire entre 20 et 30 pour faire ton bac de français. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est cette connaissance à apprendre peut économiser des centaines de milliers d'euros. J'aurais aimé tomber, après tout, si j'avais mieux lu Lucky Luciano, j'aurais su qu'il faut bien choisir ses associés. Parce que lui, systématiquement, c'est en faisant rentrer des raclures de chiottes comme Vito Genovese qu'il a tout perdu. Et donc, j'aurais dû mieux lire ça. Ouais, effectivement. Donc, ne faites pas cette erreur. D'accord. C'est une bonne. Non, mais je trouve que c'est un super conseil que tu donnes. C'est finalement il y a deux voies. Il n'y en a pas une qui vaut sur l'autre. Il faut sûrement faire les deux. Il faut d'une part apprendre des frelons par ceux qui les ont piqués, c'est-à-dire lire effectivement. J'ai pas lu celle de Lucky Luciano, mais Musk, Jobs, je les ai. Voilà, je vais la lire. Son autobiographie. Ouais. Voilà, je vais les lire, mais en tout cas lire des bouquins de mecs qui ont réussi et pas que des biographies, mais plein de choses. D'une part et d'autre part, effectivement, à la limite, et je pense que c'est un bon. Enfin, moi je suis persuadé que c'est un bon conseil. Allez-y, en sachant que vous allez sûrement vous planter et en sachant que c'est normal et qu'il faut se planter pour réussir. Et je trouve que c'est un bon, très belle combinaison. Idriss, merci infiniment pour ton temps et pour tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être? Non, là j'ai tout dit, à part Love Can Do, je dois répéter vraiment, quand vous créez une start-up, ne rentrez pas dans un marché parce qu'il a l'air sympa, parce qu'il a l'air juteux, rentrez dans un marché parce que vous aimez ça. Tu sais, un bébé par exemple, si les bébés n'étaient pas mignons, l'espèce humaine aurait disparu. Parce qu'un bébé, c'est du temps et de l'attention à donner, c'est très vulnérable, c'est du travail sur une longue période. Et il y a une raison pour laquelle les bébés sont mignons, qui est une raison évolutive. Si vous regardez un crâne de gorille,
le crâne d'un gorille a des renfoncements de chaque côté, et c'est parce que le gorille a des muscles au sommet de la tête que nous n'en avons pas pour pouvoir mordre. Il en a besoin parce que le gorille ne marche quasiment pas sur deux pattes. Un chimpanzé ou un gorille ou un bonobo, marcher sur deux pattes, c'est très dur et très pâteau. Vous voyez, quand un chimpanzé est amené sur un plateau télé, on le tient toujours à la main parce que pour marcher sur deux pattes, il aura besoin de se tenir à quelque chose. Nous, comme on a les mains libres, parce qu'on est bipède, on n'a plus besoin de ce muscle énorme sur le crâne et on peut apporter notre nourriture à notre bouche. Du coup, notre cerveau a grandi, il a eu la place pour grandir, notre régime alimentaire aidant, la viande cuite, etc. Mais du coup, comme on est bipède, on a un problème fondamental, c'est que pour courir vite, il faut des hanches étroites. On ne peut pas courir vite avec des hanches larges, et c'est pour ça que les chimpanzés et les gorilles ne peuvent pas courir vite sur deux pattes. Ils peuvent courir vite que sur quatre pattes. Et nous, on a donc besoin de courir vite sur deux pattes, c'est un de nos critères de survie les plus essentiels au début de l'émergence d'Homo sapiens sapiens, il y a 300 000 ans. Et on a pour ça un bassin étroit et une tête large, un gros cerveau. Et ça pose un problème logistique très clair, qui est que l'humain ne peut pas accoucher d'un cerveau fini, d'un cerveau prêt. L'humanité, le Homo sapiens sapiens, ne peut pas donner naissance à un cerveau fini. Alors, les bébés ont une fontanelle, le haut du crâne n'est pas soudé encore, les bébés, leur cerveau n'est pas fini. Et comme leur cerveau n'est pas fini, ils restent vulnérables longtemps. Et comme ils restent vulnérables longtemps, on doit les encourager d'attention et de temps, les nourrir, les protéger. Et du coup, dans l'évolution, pour qu'on leur donne de l'attention et du temps, eh bien, l'évolution les a rendus mignons. Grands yeux, c'est mignon. Eh bien, votre start-up, c'est pareil. Une start-up, c'est dans la vallée de la mort, comme un bébé. Un bébé, c'est dans la vallée de la mort. Vous le laissez seul, un bébé, 2 heures, il est dans la vallée de la mort. N'importe quoi peut le tuer, il est vulnérable. Une start-up, c'est un bébé. N'importe quoi peut la tuer. Un client qui n'a pas payé, t'es mort. T'as pas fait rentrer le bon investissement au bon moment, t'es mort. T'as un salarié qui foutait rien et qui t'envoie au prud'homme alors qu'il foutait rien et t'as les preuves qu'il foutait rien, t'es mort. Que t'aies raison ou pas, t'es mort. Donc, c'est dans la vallée de la mort une start-up. Et si elle n'est pas mignonne, tu vas l'abandonner dans la forêt et tu vas laisser la sorcière la dévorer. Donc, rends ta start-up mignonne. Rends-la mignonne. Pour toi, déjà. Toi-même, rends-la mignonne à tes propres yeux, déjà. Oui, absolument. Sois amoureux de ta start-up. Rends-la mignonne à tes propres yeux. Et demain, aux yeux de tes employés, aux yeux de tes investisseurs. Voilà, c'est la chose la plus importante. Et c'est quelque chose que vous n'apprendrez dans aucune suite de co n'importe où, ni à l'ESSEC, ni à HEC, qu'aucun professeur de management ne sait, et qu'on apprend sur le tas, qu'on apprend quand on sait ce que c'est que la difficulté, ou quand on étudie des mecs comme Steve Jobs, quand on lit leur parcours de vie, qu'on regarde les erreurs qu'ils ont faites, et qu'on en tire les conséquences, dit oui, si vous n'êtes pas amoureux de votre projet, vous allez échouer. Point. Donc, l'amour n'est pas une option, et ce sera mon mot de la fin. Génial. Merci infiniment, Idriss. Pour ceux qui veulent continuer avec toi, où est-ce qu'on te retrouve? Sur YouTube, sur ton site web? Sur YouTube, essentiellement, il y a ma chaîne YouTube. Il y a donc mon site idrissaberkane.org, ma fondation Bioneria. Et puis donc, avec ma fondation maintenant, je continue à planter des arbres au Sénégal. On a plein de très beaux projets. Voilà, pour suivre mon actualité, ma chaîne YouTube et puis donc mon site personnel idrissaberkane.org. Super, et je mettrai ta chaîne YouTube quelque part là sur l'écran de fin. Merci Idriss, à bientôt. Porte-toi bien.